Qu'est-ce que vous connaissez personnellement du catch? Vous en avez peut-être regardé un petit peu quand vous étiez petit, en particulier si vous êtes de la génération NT1, mais vous avez peut-être lâché en grandissant pour vous intéresser à d'autres sports ou loisirs. A l'inverse, peut-être que vous pensez tout connaître du catch, dans ses moindres détails, avec les moindres infos qui traînent sur internet et qui parlent des rumeurs et des plans écrits par les scénaristes des différentes promotions qui existent. Peut-être même que vous êtes allé creuser sur internet pour en apprendre plus sur des sujets controversés, peu connus du grand public et cachés, mais est-ce que vous connaissez réellement toutes les histoires les plus enfouies, les plus bizarres et les plus sombres du catch? Ces dernières années, sur YouTube, les vidéos iceberg se sont énormément popularisées, en grande partie grâce aux vidéos de Feldup, qui m'a bien sûr largement inspiré pour l'ambiance globale de cette vidéo, et ça m'a surpris de voir que des vidéos de ce type sur le catch, c'était en fait plutôt rare. Du coup, quand j'ai été contacté par l'un d'entre vous sur Twitter, plus précisément par un certain QG, que je salue au passage, et que j'ai découvert cet immense iceberg posté sur Reddit par JB on the Move Here, je n'ai pas pu m'empêcher de plonger dedans, et je vous emmène aujourd'hui avec moi dans les tréfonds de cette discipline qu'on est des millions à suivre à travers le monde. C'est l'heure de la première partie de l'iceberg du catch. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le principe des icebergs, je vais vous parler de sujets méconnus du catch avec des histoires parfois drôles, intrigantes ou très sombres, et plus on va descendre dans l'iceberg et s'approcher des profondeurs, plus les sujets abordés seront peu connus, oubliés et surtout plus ils seront mystérieux et montreront les côtés les plus sombres du catch. Plongeons alors ensemble dans l'iceberg du catch et commençons par le ciel. Le catch, c'est faux. Oui, je vous avais dit qu'on commencerait par des sujets évidents, mais il faut bien commencer par poser les bases, et effectivement, la principale chose à savoir sur le catch que pourtant beaucoup de gens ignorent, c'est que oui, c'est scénarisé. Les histoires sont écrites par des scénaristes, et les catcheurs peuvent donner leur avis ou proposer des idées, mais en final, c'est globalement pas eux qui décident s'ils gagnent le match ou dans quelle histoire ils vont être impliqués, puisque les officiels ont dans 99% des cas le dernier mot. Au sein des matchs, bien sûr, les prises sont réalisées pour être le plus safe possible, tout en ayant l'air efficace, et bien qu'une partie des matchs soit improvisée sur le moment par les catcheurs, ce qui permet d'ailleurs de différencier rapidement un bon catcheur d'un mauvais catcheur, les moments clés sont généralement prévus à l'avance, en particulier dans les gros matchs. Donc oui, voilà, je sais qu'on commence par enfoncer une porte ouverte, mais pour ceux qui en doutaient encore, tous les gens qui regardent les shows de la WWE ou de n'importe quelle autre promotion sont parfaitement au courant que c'est un spectacle scénarisé, et on suit ça beaucoup plus comme une série à laquelle on a mélangé des performances athlétiques que comme un sport assez classique. Voilà, il fallait bien commencer cette vidéo quelque part, je sais que c'est un sujet extrêmement connu, et je sais qu'il y en a certains qui vont pas forcément apprécier que je parle de ça, mais il faut comprendre que beaucoup de gens croient que c'est un secret extrêmement bien gardé, parce que ça a été le cas pendant longtemps, parce que les promoteurs et les catcheurs eux-mêmes ont pendant des années tenté de maintenir l'illusion en vie en insistant bien sur le fait que les combats étaient réels, et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui certains pensent sortir la nouvelle du siècle en annonçant aux fans que tout est scénarisé. Mais du coup, en vrai, en toute logique, si c'est scénarisé, j'imagine que vous êtes nombreux à imaginer que ça fait pas mal. Mankind contre l'Undertaker. Pour ceux qui pensent que l'aspect scénarisé, préparé et répété des matchs de catch rend la discipline complètement safe et absolument pas douloureuse, ce sujet est important. Le 28 juin 1998, lors du King of the Ring, la WWF organise un match entre l'Undertaker et Mankind dans une stipulation très particulière qui n'avait été vue qu'une seule fois à l'époque, le Hell in a Cell. Les deux hommes ont déjà eu une grande rivalité par le passé, et à l'époque, le personnage de Mankind est un petit peu en difficulté, et celui-ci considère que c'est quasiment terminé pour lui et qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire. Sa confiance est en plus au plus bas, puisqu'il intègre un Hell in a Cell match, et il rivalise donc directement avec le premier de l'histoire, qui a marqué les fans par son immense qualité grâce au talent de l'Undertaker et de son adversaire de l'époque, Shawn Michaels. Mankind, en l'occurrence, il sait très bien qu'il n'a pas le talent de catcheur de Shawn Michaels. Il est incapable d'avoir un aussi bon match que lui, il n'a pas les mêmes qualités athlétiques, il ne bouge pas aussi vite, bref, il doit trouver un autre moyen de rendre ce match bon voire excellent, et la tâche semble impossible. L'Undertaker de son côté va devoir ce soir-là monter sur le ring avec un pied cassé puisque la WWF est à l'époque en pleine guerre contre son concurrent principal, la WCW, et il est hors de question d'annuler un match même pour une blessure aussi importante. Les deux hommes sont dos au mur. Et pourtant, le 28 juin 1998 n'est pas resté dans les mémoires comme le jour où Mankind et l'Undertaker ont eu un mauvais match sans histoire avec un mec qui boite, bien au contraire, puisqu'en réalité ils vont avoir ensemble l'un des matchs les plus mémorables de l'histoire, qui est encore aujourd'hui cité parmi les matchs les plus spectaculaires. Sachant pertinemment qu'il lui est impossible dans la situation actuelle de faire mieux que le combat entre Shawn Michaels et l'Undertaker en Hell in a Cell, Mankind veut trouver un moyen de créer l'illusion d'un bon match en commençant très fort avec un moment choquant. Il va donc en discuter rapidement avec son ami Terry Funk et la décision est prise. Mankind va faire une dinguerie ce soir-là en commençant le match au sommet de la cage et en prenant des risques jamais vus auparavant. Malgré les doutes de l'Undertaker sur le côté réalisable de la cascade, Mankind arrive à le convaincre qu'il faut le faire et questionné par le président Vince McMahon qui lui demande s'il est déjà monté en haut de la cage et s'il s'y sent à l'aise, Mankind ment et dit que tout va bien. Ça y est, l'idée est donc validée par tout le monde et Mankind va pouvoir créer l'histoire. Il fait son entrée, grimpe directement au sommet de la cage et il y est rejoint par son adversaire qui arrive en boitillant avec son pied cassé. Les deux hommes vont donc commencer à lutter en haut de la cage et ils sentent rapidement que les serflex sous leurs pieds qui tiennent le grillage sont en train de se briser, mais ils continuent quand même et après
quelques minutes d'affrontement sur le toit, voilà ce qui arrive. Mankind chute de près de 5 mètres de haut, s'explosant sur une table sous l'explosion de la salle et sous les yeux des membres du public présents aux abords du ring, dans un moment tout bonnement hallucinant. Au sommet de la cage, l'Undertaker pense à ce moment-là que le match est terminé, qu'ils pourront jamais aller plus loin et qu'ils pourront jamais faire ce qu'ils avaient prévu, mais il vérifie surtout que son adversaire respire encore. Les arbitres et personnels médicaux autour du ring qui n'étaient même pas au courant que cette chute était prévue, ou du moins qui n'en avaient entendu que des rumeurs, sont extrêmement choqués, et ils suivent la règle donnée par les officiels, sortez Mankind de l'arène. Pourtant, Mankind est convaincu qu'il a la force de continuer. Et il veut aller au bout de ce qui est prévu. Il se relève donc de la civière et il grimpe à nouveau sur la cage. Les deux hommes repartent donc à la lutte malgré l'état catastrophique de Mankind et quelques minutes plus tard, un nouveau moment inoubliable va se produire. Mankind s'explose cette fois-ci sur le ring et une de ses dents transperce le haut de sa bouche dans une chute encore plus folle que les fans n'oublieront jamais. Suite à ça, le match va quand même continuer pendant de nombreuses minutes et Mankind va même subir des chutes dans des punaises dans le ring, ce qui était encore jamais vu à la WWE à l'époque. Et enfin, après presque 20 minutes de match et malgré toutes ces chutes et ces nombreuses blessures, l'Undertaker rivera les épaules de son adversaire pour mettre un terme à cet enfer. Avec un poumon perforé, des dents cassées, des côtes fêlées et brisées, Mankind se sort de ce match historique qu'aujourd'hui personne n'a oublié. D'où le fait qu'il soit si haut dans l'iceberg malgré la folie que c'est. Clairement, il n'y a pas photo, après ce match, on pouvait vraiment affirmer que l'Undertaker et Mankind étaient absolument dingues et que vraiment, ils n'avaient peur de rien. L'Undertaker a peur des concombres. Oui, je sais que pour le coup, ça c'est quelque chose que peu de gens connaissent, mais je trouvais que c'était marrant de le placer si haut dans l'iceberg, et du coup, on va parler de cette rumeur. Parce que vous vous en doutez, dans le catch, il y a de nombreuses rumeurs. Et d'ailleurs, on va profiter de celle-là pour faire une petite digression et parler des nombreuses rumeurs qui courent dans le milieu du catch. La rumeur disant que l'Undertaker a peur des concombres en fait partie, mais honnêtement, j'en avais absolument jamais entendu parler. Donc j'étais vraiment obligé de l'inclure dans cet iceberg parce que ça m'a fait halluciner quand j'ai lu ça. Et pourtant, sachez bien que contrairement à certaines rumeurs qu'on va traiter dans cet iceberg, qui sont soit totalement fausses, soit juste pas sûres à 100%, celle-ci est en fait totalement vraie. Mais alors attention, parce que quand on dit qu'il a peur des concombres, c'est pas genre juste il aime pas. Non, vraiment, il ne veut même pas se retrouver dans la même pièce qu'un concombre. Et je sais que là sûrement vous vous dites c'est des conneries, je me suis fait troll en lisant ça sur internet. Et franchement, c'est ce que je pensais aussi quand j'ai découvert ça, mais je vous assure que c'est bien réel et que ça a bien été confirmé par sa femme Michelle McCool. Donc si jamais un jour vous vous retrouvez dans une situation où l'Undertaker veut en découdre avec vous, sachez qu'avoir un concombre ça peut littéralement vous sauver la vie. Parce qu'il le dit lui-même, même s'il ne partira pas en courant, il quittera juste la pièce si jamais il se retrouve face à un concombre, et en particulier s'il est coupé, ça allez savoir pourquoi. Voilà, bon je sais que c'est une histoire un peu conne, et vous pouvez vous dire que ça n'a vraiment rien à faire là, mais je trouvais ça un petit peu marrant, et sachez qu'en réalité c'est juste parce qu'un jour il a mangé trop de concombres, et du coup maintenant il peut plus les voir. Les deux Ultimate Warrior. Bon là c'est toujours un sujet assez léger, même si ceux qui croient en cette rumeur y voient un immense complot. Mais vous allez voir qu'au final, plus on va avancer dans les rumeurs, plus elles vont être sombres et plutôt bizarres. La rumeur des deux Ultimate Warrior, elle a commencé lors de WrestleMania 8, quand l'Ultimate Warrior fait son retour à la WWF après quasiment un an d'absence. Alors qu'il était au sommet l'année précédente, le Warrior disparaît complètement des écrans après SummerSlam et à l'époque c'était totalement impossible de savoir pourquoi. Aujourd'hui bien sûr c'est ultra simple de connaître la moindre nouvelle sur le contrat des catcheurs, les blessures, les discussions et les négociations grâce aux sites de news qui ont des infiltrés dans les différentes promotions pour récupérer des informations. Et avec internet, évidemment que ce type d'informations se diffuse extrêmement rapidement. Mais à l'époque vous imaginez bien que c'était pas le cas, donc pour savoir où était un gars ou pourquoi on ne le voyait plus aux écrans, c'était pas aussi simple. Et donc à son retour, les rumeurs ont commencé à fuser, l'homme qui jouait l'Ultimate Warrior n'était plus le même. Alors sur les rumeurs, les gens y allaient à tout va, son cœur avait explosé, ses muscles avaient explosé alors qu'il portait Earthquake, enfin bon, globalement tout était une bonne raison pour expliquer la disparition de l'homme qui jouait l'Ultimate Warrior et son remplacement par un autre catcheur. Mais bon, il faut savoir qu'en vrai la rumeur n'est pas si délirante non plus. Si la WWF détenait les droits sur le personnage et que l'Ultimate Warrior précédent était décédé, ou simplement qu'il avait décidé d'arrêter le catch, la WWF était totalement capable de faire jouer le personnage par quelqu'un d'autre pour garder la hype et l'argent qui allait avec. Mais bon, en final, si la rumeur aurait pu techniquement être vraie, elle est appuyée par des arguments qui sont totalement bancals, comme juste un changement de coupe de cheveux, une perte de masse musculaire ou de légers changements physiques, qui sont à mon avis plus dus aux angles de caméra qu'à de véritables changements. Mais alors si aujourd'hui cette rumeur s'est dissipée et qu'on sait qu'il n'y avait bien qu'un seul Ultimate Warrior, on peut se demander deux choses. Comment s'est-elle autant répandue et surtout pourquoi l'Ultimate Warrior a disparu entre SummerSlam 91 et WrestleMania 8? Finalement les deux réponses sont assez simples. À l'époque tous les jeunes fans de catch discutaient entre eux, que ce soit à la cour de récréation ou autre, et de la même manière qu'on a tous répété les mêmes expressions quand on était petit sans l'existence d'internet, les rumeurs dans le catch se passaient par bouche à oreille entre les cousins etc. et petit à petit tous les adolescents et les jeunes fans de l'époque étaient convaincus qu'il y avait bien deux Ultimate Warrior. Son absence de 91 quant à elle est également très simple à expliquer, il y avait juste un désaccord financier entre lui et Vince McMahon, et le temps que les deux parties arrivent à s'accorder sur une somme, Ultimate Warrior est resté chez lui à ne rien faire, ou en tout cas à faire moins que ce qu'il faisait quand il catchait, et du coup il avait perdu en masse à son retour.
Randy Savage et Stephanie McMahon. Je vous avais dit que plus on allait avancer dans ces rumeurs, plus on allait tomber dans des trucs un peu sombres et de moins en moins avérés, et justement, on y arrive. Cette rumeur est apparue étonnamment extrêmement tard, puisqu'elle commence à être partagée sur internet dans les années 2000 et qu'elle revient en force en 2011 à la mort de Randy Savage. Alors qu'il était une légende à la WWF, Randy Savage quitte l'entreprise en 94 pour se diriger vers la WCW, le principal concurrent de l'entreprise de Vince McMahon, comme énormément de catcheurs l'ont fait à l'époque. Mais le plus étonnant, et ce qui a finalement lancé cette rumeur à la base, c'est pas son départ pour la WCW, c'est le fait qu'après des années, et même malgré sa mort en 2011, Randy Savage n'ait pas été intronisé dans le Hall of Fame comme de nombreux autres catcheurs l'ont été, y compris ceux qui étaient en froid avec Vince McMahon et son entreprise, comme Bret Hart en 2005. Évidemment, internet aidant et les gens voulant toujours trouver des justifications bizarres pour des choses qui ont pourtant des explications très simples, la rumeur est née, Randy Savage aurait couché avec Stephanie McMahon alors qu'elle était mineure. Oui, vous avez bien entendu, juste parce que Savage était supposément en froid avec Vince McMahon et que son entreprise ne l'ait pas intronisé dans le Hall of Fame, les gens ont créé une rumeur extrêmement grave. Alors, ne vous en faites pas, je vous rassure tout de suite, cette rumeur n'a absolument aucun fondement. Et je parle pas d'un cas comme celle des deux Ultimate Warrior, où il y a quelques éléments qui peuvent faire penser que c'est vrai. Non, là pour le coup, il y a vraiment rien, c'est juste inventé de toutes pièces. Les seules justifications que j'ai réussi à trouver, c'est le fait que le Macho Man était en supposé embrouille avec Vince McMahon et que c'est bizarre qu'il ne soit jamais revenu à la WWE, contrairement à de nombreux autres catcheurs comme Hogan ou Bret Hart, et avant de penser à toutes les raisons au monde, les gens ont pensé à ça. Bon allez si, en vrai je vous ai menti, il reste un dernier détail pour alimenter cette rumeur. Stephanie McMahon, c'est l'anagramme parfait de The Macho Man Penis. Voilà, c'est tout, y a que ça. Mais en réalité, vous l'aurez compris, cette rumeur est parfaitement infondée, et les gens profitent juste du fait que Macho Man ne soit plus là pour contredire ce qu'ils disent, pour raconter absolument n'importe quoi sur internet. Et malheureusement, ça a quand même réussi à prendre, et il y a beaucoup de gens qui y ont cru alors qu'il n'y a strictement aucune preuve. Et aujourd'hui, heureusement, plus personne n'en parle avec les années qui passent. La leucémie de Roman Reigns était fausse. Alors je vous avais prévenu qu'on allait arriver dans des trucs horribles qui n'ont pas de fondement et qui sont juste honteux, et je vous ai pas menti. Vous le savez peut-être, mais Roman Reigns, c'était depuis le début le grand projet de la WWE. Vince McMahon le voyait comme le futur et il n'y avait aucun doute quant au fait qu'il était destiné à être le prochain visage de l'entreprise, mais malheureusement à l'époque, après la séparation avec le Shield en 2014, les fans ont complètement tourné le dos à Roman Reigns. Celui-ci a été choisi pour aller défier Brock Lesnar à WrestleMania 31 dans le main event, il a également main eventé WrestleMania 32 en battant Triple H pour remporter le titre de champion, il a encore une fois main eventé WrestleMania 33 en battant l'Undertaker, et il a été une fois de plus confronté à Brock Lesnar pour le titre dans le main event de WrestleMania 34. Bref, la WWE voulait vraiment nous le faire comprendre, c'était lui le gars et la place de numéro 1 était pour lui. Malgré tout ça, alors qu'il avait un personnage de gentil qui généralement est soutenu par le public, les fans continuaient de le rejeter. Enfin tout ça, c'était jusqu'au Raw du 22 octobre 2018. Ce jour-là, Roman Reigns, alors champion universel, fait son entrée toujours sous les huées de la foule, mais quelque chose de bien différent va se produire. Il ne s'adresse pas ce soir-là aux fans en tant que Roman Reigns, il est là en tant que Joe Anoa'i, son vrai nom et prénom, et il annonce souffrir d'une leucémie qui le force à s'éloigner des rings pour se soigner, et il abandonne donc par la même occasion son titre de champion. Évidemment, au vu de la gravité et du sérieux de l'annonce, les fans comprennent qu'ils n'ont plus en face d'eux Roman Reigns le personnage, mais bien Joe Anoa'i, l'homme derrière le catcheur qui est réellement malade, et celui-ci reçoit donc une ovation et une monumentale vague de soutien, ce qui est parfaitement normal. Parce que oui, bien sûr, dans le catch, personne ne déteste les hommes et les femmes qui incarnent les personnages, à moins que ce soit des ordures dans la vie réelle, ce qui est le cas pour certains, mais ce qui n'est certainement pas le cas pour Roman Reigns, et donc évidemment, tout le monde le soutenait dans cette période compliquée. Heureusement, justement, il fera son retour quelques mois plus tard pour annoncer sous l'ovation de la salle qu'il est en rémission, et l'avenir, vous le connaissez sûrement, il continuera avec son ancien personnage pendant quelques mois, avant de disparaître pendant la pandémie en 2020, pour finalement revenir et dominer la WWE avec un personnage complètement différent. Mais alors vous pouvez vous demander où est la rumeur dans tout ça. Eh bien c'est très simple, certains ont commencé à croire et à partager la rumeur que la maladie de Joe Anoa'i était fausse, et qu'elle ne servait qu'en fait à faire changer l'opinion des fans sur le personnage de Roman Reigns. Alors en vrai je sais que ça va être surprenant, mais je comprends un petit peu l'origine de la rumeur, c'est-à-dire qu'on sait tous que Vince McMahon est prêt à absolument toutes les pires dingueries pour que les choses aillent dans son sens, donc ça aurait pas été impossible qu'il prenne cette décision, mais en l'occurrence c'est absolument pas le cas. En plus la rumeur elle est simplement basée sur le fait qu'à son retour et pendant toute son absence, Roman Reigns ait gardé ses cheveux et n'ait pas perdu du poids. Or comme ça a été très bien expliqué par une association qui lutte contre la leucémie, c'est une maladie qui n'a pas d'apparence, c'est-à-dire qu'on peut très bien être atteint de leucémie et avoir l'air d'aller très bien, même pendant le traitement, et donc cet argument n'a absolument aucune valeur, et on sait donc que non, la leucémie de Joe Anoa'i n'a pas été inventée pour essayer d'apitoyer les fans et les forcer à apprécier Roman Reigns. Évidemment, il y a plein d'autres rumeurs dans le catch, mais je vais pas pouvoir toutes les traiter parce que déjà certaines sont absolument pas intéressantes et d'autres auront leur place plus bas dans l'iceberg, et on va donc pouvoir revenir sur d'autres histoires. La pipe bomb de CM Punk. Alors, je sais que beaucoup connaissent cette histoire et je vais pas enfoncer des portes ouvertes en rentrant dans les détails, mais je me dois quand même de l'aborder. En plus, on est dans le ciel de l'iceberg, donc c'est normal que vous retrouviez à ce niveau-là des histoires que vous connaissez, et donc n'hésitez pas à utiliser les chapitres pour
avancer vers des histoires que vous ne connaissez pas encore. En 2011, à la WWE, il y a une gigantesque star. Un mec qui est au sommet et qui est le véritable visage de l'entreprise et sur qui absolument tout repose, un homme que vous connaissez très sûrement, John Cena. Il est bien sûr champion de la WWE à l'époque et il se lance à l'été en rivalité contre un certain CM Punk. Celui-ci, bien qu'il soit placé à ce moment-là en rivalité contre le plus grand nom de l'entreprise et qu'il se retrouve du coup au sommet des shows, il sait qu'il est largement regardé de haut par les officiels et ce depuis des années. En fait, depuis ses débuts, CM Punk n'est considéré que comme un bon catcheur du roster qui n'ira jamais bien loin. La vraie star, c'est John Cena et tous ceux qui gravitent autour de lui, ce sont les classiques Edge, Randy Orton, Triple H et l'Undertaker. CM Punk, lui, n'est pas considéré comme un égal à ces gars-là et il n'atteindra jamais le sommet de l'entreprise. Toute la rivalité entre Punk et Cena est justement construite autour de ça, autour du fait que Cena est le visage et qu'il représente toute cette hiérarchie dans laquelle CM Punk n'a pas sa place malgré son immense talent, et ça justement, Punk a beaucoup de mal à l'accepter. Autant dans son personnage que dans la vie réelle, le gars est réellement frustré à l'époque. Il faut comprendre que comme on l'a dit au début, le catch étant scripté, c'est pas nécessairement les meilleurs qui gagnent à chaque fois. Et donc on dira ce qu'on veut sur John Cena, il a beau avoir tout le talent du monde, en termes de catch pur, de technique et d'arsenal de prise, celui-ci est clairement inférieur à CM Punk. Et du coup c'est aussi ça qui est extrêmement frustrant pour lui parce qu'il considère qu'il mérite largement sa place au sommet vu qu'il est plus talentueux. Il faut aussi savoir que cette frustration elle est connue de tous, autant des officiels que des catcheurs, que des fans qui regardent les shows chaque semaine, et pour ajouter encore plus de bordel à tout ça, John Cena a un match prévu contre CM Punk lors de l'événement Money in the Bank du 17 juillet 2011, alors que le contrat de Punk prend fin le 18 juillet et qu'il n'a toujours pas re-signé. Voilà, donc ça c'était pour le contexte rapide qui explique en gros pourquoi CM Punk est frustré à ce moment-là. Et tout ça nous mène donc au Raw du 27 juin 2011. CM Punk débarque alors que John Cena est en plein match de table contre R-Truth et il coûte le match au champion de la WWE avant d'aller s'installer sur la scène avec un micro. Punk s'assied en tailleur sur l'arène et il va vider son sac dans ce qui est aujourd'hui l'un des moments les plus inoubliables de l'histoire. Alors je vous ferai pas la retranscription complète de ce que dit CM Punk dans cette promo, mais il va très clairement se lâcher. Il dit que John Cena n'est pas meilleur que lui, si ce n'est pour lécher le cul de Vince McMahon, le président de la WWE. Il mentionne à quel point il est meilleur que tout le monde en faisant bien comprendre qu'il parle là autant en tant que personnage qu'en tant qu'homme, et il ajoute que même s'il est le meilleur dans tous les domaines, ce n'est toujours pas lui le visage de la WWE. C'est pas lui qui est sur les posters, sur les produits dérivés, sur les programmes, etc. C'est même pas lui qui est dans le match le plus important du prochain WrestleMania, puisqu'en l'occurrence c'est un homme qui n'est pas venu catcher à la WWE depuis près de 10 ans, un certain Dwayne Johnson, et tout ça, ça rend CM Punk absolument fou. Il continue en disant que le 17 juillet, il va quitter la WWE avec le titre de champion, et il dit même qu'il ira le défendre dans des promotions de catch concurrentes, avant de terminer en s'en prenant personnellement au président de l'entreprise, Vince McMahon. Il termine son discours en disant d'une part que la WWE ira beaucoup mieux une fois que Vince McMahon sera mort, mais il ajoute surtout cette phrase. Laissez-moi vous raconter une histoire à propos de Vince McMahon. Vous voyez toute cette campagne qu'on fait contre le harcèlement, et puis plus rien. Suite à cette phrase, le micro de CM Punk est coupé. On ne lui laisse pas finir son discours et tout le monde se demande alors ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est allé trop loin dans ce qu'il était censé dire? Est-ce qu'il a abordé un sujet trop sensible parce qu'on sait tous que Vince McMahon est loin d'être le mec le plus réglo de l'histoire? Bref, qu'allait-il dire sur cette histoire de campagne contre le harcèlement? Eh bien on ne le saura jamais. Parce que même si on sait que tout son discours était évidemment prévu et qu'il n'a pas pris la décision de le faire sans l'accord des officiels, sinon il aurait été interrompu bien plus tôt, en réalité personne ne sait comment tout ce segment s'est organisé. Est-ce que c'était prévu que la WWE coupe son micro à ce moment-là? Est-ce que CM Punk leur a dit de couper le micro quand il allait trop loin dans son discours? Bref, on n'aura jamais le fin mot de cette histoire et c'est ce qui fait de ce moment un moment marquant qui a bien sûr sa place dans cet iceberg, donc n'hésitez pas à me faire part de vos théories dans les commentaires. Le curtain call. Pour la pipe bomb dont on vient de parler, une chose est sûre, le discours de base était prévu et tout le monde avait validé l'idée. CM Punk n'a pas pris lui-même cette décision au détriment de sa carrière, ce qui pour le coup n'est pas le cas pour l'événement dont on va parler maintenant. Pour ça, on repart donc en 1996, plus précisément au 19 mai de cette année-là. À l'époque, parmi les plus grands noms de la WWE, on en retrouve 4 qui sont particulièrement importants. Je parle bien sûr de Triple H, Shawn Michaels, Razor Ramon et Diesel. Il faut savoir qu'à l'époque, pour une majorité des fans, tout ce qu'ils voient dans les shows est parfaitement réel. Il n'y a pas de Paul Levesque derrière Triple H, le mec qui envoie des pédigris dans le crâne de ses adversaires c'est un vrai méchant, et son rival Razor Ramon c'est son vrai ennemi. Pareil pour Shawn Michaels et Diesel, les fans sont à des années-lumière d'imaginer que ces deux gars peuvent s'apprécier réellement, ils sont ennemis aux écrans, Shawn Michaels est adulé par les fans et Diesel est l'ennemi numéro 1, chacun est à sa place et tout va bien. Et pourtant, derrière ces 4 personnages, on retrouve 4 hommes qui sont amis dans la vie réelle et qui forment même dans les vestiaires un genre de groupe appelé la clique, mais qui sont obligés d'éviter d'entrer en contact en public pour ne pas briser l'illusion que tout ça est vrai, illusion qu'on appelle aussi dans le catch
le kayfabe. Tout ce contexte nous mène donc à l'événement non télévisé, aussi appelé House Show, du 19 mai 96 en direct du Madison Square Garden. Cet événement est le dernier pour Razor Ramon et Diesel puisque Scott Hall et Kevin Nash, les vrais hommes derrière les personnages, vont quitter l'entreprise pour rejoindre le concurrent principal de l'époque, la WCW, et ils effectuent donc leur dernier match contre leurs grands rivaux aux écrans, qui sont en fait leurs meilleurs amis dans la vie réelle. Rien d'anormal jusque-là, Triple H affronte Razor Ramon et il bat ce dernier, et dans le main event, Shawn Michaels conserve son titre dans un match en cage contre son grand rival Diesel. Après le match, Razor Ramon rejoint Shawn Michaels dans le ring et les deux hommes qui sont des favoris de la foule se font un câlin, ce qui paraît pas si étonnant que ça, mais là où tout va changer, c'est quand Triple H et Diesel se joignent au groupe et que les quatre hommes célèbrent ensemble au centre du ring devant un Madison Square Garden choqué. Ces quatre mecs qui étaient ennemis aux écrans et qui s'explosaient chaque semaine sur un ring en plus de s'insulter par promo interposés étaient en réalité amis. Le rideau venait de tomber pour des dizaines de milliers de fans présents sur place. L'incident du curtain call venait d'avoir lieu. Alors je sais que dit comme ça peut avoir l'air de rien, surtout aujourd'hui on voit des catcheurs lâcher des gros streams ensemble alors qu'ils sont pas censés être potes, mais à l'époque c'était un vrai choc pour tout le monde et ça a réellement fait du mal à la WWF. Bien sûr Kevin Nash et Scott Hall eux n'en avaient absolument rien à faire puisqu'ils partaient, mais Shawn Michaels et surtout Triple H en ont subi les conséquences. Bon finalement Michaels pas tant que ça parce qu'il était champion du monde et il était au sommet de l'entreprise donc forcément il était un peu intouchable, mais Triple H quant à lui était encore en pleine ascension et cette montée en puissance a donc été stoppée net suite à cet incident en guise de punition. En plus, aussi fou que ça puisse paraître, parce que c'était vraiment pas commun à l'époque, l'événement a été filmé par un membre du public, donc l'écho de cet incident ne s'est pas limité qu'aux 18 000 fans présents sur place, et même si je pense que les conséquences de cet événement ont largement été surestimées par Vince McMahon, qui a selon moi puni Triple H un peu injustement, ça a quand même été un grand choc à l'époque et c'est un moment très important de l'histoire. La jambe de Psycho Sid. Avant de parler de cet incident, je précise que l'image que je vais vous montrer elle est assez violente, donc si vous supportez pas de voir des jambes ou des bras se briser, ce qui se comprend totalement, vous pouvez directement passer à la partie suivante. Vous le savez, dans le catch, les blessures sont ultra communes. Combien de fois on s'est mangé le spot ne faites pas ça chez vous quand on était petit, et combien de fois on nous a rabâché que faire des RKO dans la cour de récré, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Mais si certains accidents sont connus et qu'ils se produisent parce qu'un catcheur commet une erreur, ou simplement parce que le mouvement tenté est beaucoup trop dangereux, il peut aussi arriver qu'un simple coup de malchance coûte des mois de carrière à un combattant. Justement, s'il y a bien un catcheur qui est au courant que tout peut arriver en un instant, c'est Psycho Sid. Lors du pay-per-view Sin de la WCW le 14 janvier 2001, celui-ci fait face à Scott Steiner, Jeff Jarrett et Animal dans un match à 4 pour le titre de champion de la WCW, et alors que Sid a le dessus sur le champion et qu'il s'élance de la deuxième corde pour envoyer un coup de pied à son adversaire, il rate complètement son atterrissage et laisse sa jambe gauche encaisser l'intégralité de l'impact, et sur le coup, celle-ci se brise. Alors, rien d'extrêmement grave, le match s'est conclu immédiatement après ça et Sid a pu être pris en charge rapidement pour soigner cette blessure. Enfin, je me permets de mettre en pause ce que je suis en train de dire parce qu'en réalité, Psycho Sid va quand même rester un petit moment par terre avec la jambe cassée, le temps que l'homme mystère, qui était finalement du coup Road Warrior Animal, débarque, mais tout ça pour dire que globalement, il s'en est bien sorti. Mais c'est quand même un moment très fort de l'histoire du catch parce que c'est assez rare mine de rien comme accident et c'est d'autant plus rare en direct à la télé. Alors, les blessures sont évidemment communes dans le catch, les fractures aussi, mais je trouve celle-là, elle est particulièrement visuelle et c'est ça qui la rend encore plus marquante. Parce que je suis sûr que vous êtes très nombreux à être comme moi tombés dessus quand vous étiez plus jeune en cherchant des accidents de catch, et c'est certain que vous vous en souvenez encore aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je l'ai placé si haut dans cet iceberg, parce que même si c'est un moment choc et que c'est pas un aspect très positif du catch, c'est quand même un moment relativement connu. La crise cardiaque d'Eddie Guerrero. À l'époque sur YouTube, il y avait plusieurs clips de catch qui tournaient énormément. Personnellement, je me souviens d'un spot où un catcheur faisait un topé à l'extérieur sur son adversaire et il s'écrasait violemment dans les escaliers, je crois que c'était à la TNA, mais parmi ces vidéos d'accidents dans le catch qu'on retrouvait sur YouTube en 144p, il y en avait une qui était extrêmement connue, la crise cardiaque d'Eddie Guerrero. Je pense que vous êtes nombreux à avoir déjà vu cette vidéo, surtout si vous traîniez sur YouTube à la recherche de vidéos de catch entre 2006 et 2010, mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà la reconstitution de ce qu'il s'est passé. Alors qu'il est dans une rivalité intense avec JBL, Eddie Guerrero se retrouve aux côtés de Rey Mysterio et Rob Van Dam dans un match par équipe face à son rival et aux Dudley Boys, et alors que son partenaire est en difficulté, Eddie profite du hot tag de Mysterio pour rentrer dans le ring et dérouler. Le Latino Heat se débarrasse facilement de Devon Dudley avec des droites avant d'expulser JBL hors du ring avec un coup d'avant-bras, et seul face à 3 adversaires, Guerrero domine et semble invincible. Et soudainement, alors qu'il vient de placer ses 3 amigos sur Devon, Eddie semble totalement perdu. Il a le regard complètement vide et il titube dans le ring devant une foule qui ne comprend pas ce qui se passe et qui voit alors leur héros s'effondrer au sol sans raison apparente. Personne ne lui a porté de coups, Eddie n'a pas de raison de vendre quelconque prise ou attaque, quelque chose d'imprévu est en train de se produire et personne ne sait encore quoi. L'arbitre essaye de faire reprendre conscience aux lutteurs alors que Devon et JBL ne savent encore pas trop quoi faire, et d'un coup le rival du Latino Heat prend une décision, il force le changement avec Devon Dudley avant d'entrer dans le ring pour couvrir Eddie Guerrero et remporter le match. Le show se conclura quelques minutes à peine après la fin de ce match sur une scène terrifiante, puisqu'Eddie Guerrero restera au sol, les yeux quasiment révulsés, ne répondant pas aux appels des médecins, et les fans pensaient alors qu'il
qu'il venait de vivre une tragédie. Mais alors que s'est-il réellement passé lors de ce SmackDown du 20 mai 2004? Eh bien en réalité pas grand chose. C'est vrai que cette vidéo elle est impressionnante et on va en reparler, mais en réalité à l'époque ça n'a pas tant choqué que ça. Eddie était encore un catcheur actif du roster et il sortait d'une guerre sanglante à Judgment Day contre JBL, donc son malaise à la fin de ce match était simplement inclus dans l'histoire entre les deux hommes et se justifiait par la perte de sang conséquente au dernier pay-per-view. Mais du coup si c'était qu'une simple storyline, pourquoi est-ce que ça a pris une si grande ampleur? Et qu'est-ce qui fait que cette vidéo tournait énormément sur YouTube à l'époque? Eh bien malheureusement c'est pour une raison aussi simple que triste. En fait à l'époque où cette vidéo s'est mise à beaucoup tourner, Eddie Guerrero était déjà tragiquement décédé depuis quelques temps. Le catcheur a disparu en 2005 et la popularité de YouTube n'a fait que de croître entre 2005 et 2010, et du coup quand on découvrait 2 ou 3 ans plus tard le décès d'Eddie Guerrero et qu'on tombait en même temps sur cette vidéo, bah c'était assez simple d'être convaincu qu'Eddie était décédé sur le ring d'une crise cardiaque. Et d'ailleurs c'était ce que beaucoup de vidéos essayaient de nous faire croire à l'époque. Du coup ce lien entre cette histoire aux écrans et la disparition bien réelle et tragique de Eddie a fait exploser cette vidéo en popularité, et ce clip est aujourd'hui l'un des plus connus de l'époque. Le backyard wrestling. Le backyard wrestling désigne la pratique du catch dans un jardin, généralement avec peu de moyens et d'entraînement. Si initialement le backyard wrestling peut avoir l'air d'être simplement des potes qui s'amusent à faire du catch dans leur jardin, c'est un style de catch qui s'est énormément répandu en particulier aux États-Unis et qui a une face assez sombre. Bien sûr, en fonction des moyens mis en œuvre, les matchs et les shows sont plus ou moins bien organisés et ça va des 5 potes qui se font des délires dans leur jardin sur leur trampoline ou sur des matelas, à de vraies structures avec un roster complet qui parfois catchent même sur un vrai ring. Les participants, bien qu'ils n'aient pas de réelle expérience ou d'entraînement pour devenir catcheurs, se créent des personnages, des rivalités et racontent des histoires en s'inspirant de leur vie personnelle, mais évidemment en s'inspirant aussi beaucoup de ce qu'ils voient à la télé. Et mine de rien, même si de loin c'est une pratique dont on peut avoir tendance à se moquer, ça peut vraiment permettre à certains jeunes de se trouver une place et de stimuler leur créativité en inventant des personnages qui raconteront des histoires sur le ring. Du coup, il y a bien sûr une quantité astronomique de promotions de backyard wrestling partout dans le monde, et en particulier aux États-Unis avec certaines qui ont gagné une popularité immense sur YouTube avec des vidéos dépassant parfois le million de vues, et en majorité ça reste des promotions bon enfant où des groupes de potes se réunissent pour organiser des matchs pas toujours bien ficelés et maîtrisés, puisqu'évidemment il manque cruellement d'entraînement. Mais à côté de ça n'a rien de bien méchant, et je suis sûr qu'en fait on a tous fait ça à une période sans savoir que c'était du backyard. Pour autant, le backyard wrestling c'est pas que quelques promotions de potes qui se battent sur un trampoline devant leur famille et leurs amis. Il y a de très nombreuses promotions de backyard qui vont un cran voire 2 crans plus loin et qui décident de passer le cap du catch hardcore. Il faut comprendre que si le catch hardcore paraît de base très impressionnant, très violent et dangereux, il est généralement pratiqué de manière suffisamment réglementée et sécurisée pour éviter de gros accidents. Même si oui, on va le voir plus tard dans l'iceberg, un incident dans ce genre de match peut très vite arriver, généralement c'est quand même assez safe. Et du coup on peut se demander ce qu'il en est du catch hardcore pratiqué par des gens qui n'ont aucune expérience. Et ben comme vous vous en doutez, c'est pas très glorieux. Du coup sur YouTube dans les années 2000, les promotions de backyard qui prennent tous les risques pour essayer de se faire un nom et être repérés par de vraies promotions de catch indépendantes se multiplient, et naturellement les risques pris par les organisateurs de ces combats augmentent aussi. Motivés par la potentielle gloire associée au rôle de catcheur professionnel ou simplement par l'adrénaline procurée par les matchs, des milliers d'Américains en majorité se réunissent tous les week-ends dans des champs ou dans des jardins pour organiser des shows de backyard wrestling dans lesquels ils prennent tous les risques pour divertir les quelques personnes qui ont fait le déplacement et surtout les potentiels millions de viewers sur YouTube. Malheureusement, si ce côté plus violent et plus cru du backyard wrestling peut être très positif à partir du moment où c'est fait en prenant en compte la santé des participants, c'est pas le cas d'une bonne partie des promotions qui pratiquent cette discipline. Avec les années, certes, il y a quand même eu une amélioration et on voit de moins en moins de personnes prendre des risques inconsidérés pour divertir leurs fans, mais il y a une époque où le backyard wrestling était si populaire que de très nombreux jeunes américains se sont blessés, que ce soit en essayant de faire un spot trop dangereux ou simplement en prenant des coups de chaise non protégés sur le crâne. Alors attention, je précise que l'idée là c'est pas de dramatiser ni de dénigrer le backyard, parce que non seulement certaines promotions proposent des shows de très bonne qualité, mais aussi parce que certains des catcheurs les plus populaires aujourd'hui ont commencé en se battant contre leurs potes dans leur jardin. Et encore une fois, si les matchs et les moments les plus mis en avant sont les plus extrêmes et les plus dangereux, et parfois juste les plus débiles, il existe une bonne partie de promotions de backyard qui font ça dans les règles de l'art et qui proposent du très bon contenu. Pour autant, je pense que le backyard wrestling a sa place dans cet iceberg, puisque même si c'est une pratique assez connue, elle a une face sombre qui pousse de nombreux jeunes fans à faire les pires choses pour essayer de se créer un nom. Les attaques des fans. Justement, puisqu'on parle de gens prêts à tout pour se créer un nom, on en a là un autre exemple. Pendant que certains se contentent d'organiser des shows chez eux entre potes en prenant des risques plus ou moins grands, d'autres décident d'aller un cran plus loin et ils vont directement s'en prendre à de réels catcheurs. Clairement, ces attaques ont toujours existé et je pense que malheureusement, malgré tous les protocoles de sécurité installés par les promotions majeures de catch, c'est impossible d'éradiquer ce problème, puisque qu'il s'agisse de Raven à la WCW attaqué en pleine promo par un fan, de Randy Orton pendant un live event, de Seth Rollins en plein épisode de Raw ou encore de Bret Hart au Hall of Fame 2019 pendant son discours, les attaques de
de fans ont toujours existé et restent malheureusement assez communes. Du coup, c'est un sujet qui fait beaucoup parler parce qu'il faut savoir que dans le catch, quand on monte sur un ring sans y être invité, ce qui est le cas de ses fans, bah généralement ça tourne pas très bien. Il suffit de voir le fan qui s'en est pris à Bret Hart pendant son discours au Hall of Fame, il s'est fait enchaîner par Cash Wheeler de FTR et croyez-moi que le mec on ne le reverra pas de sitôt faire une dinguerie pareille. Parce que même si dans ce cas-là il semblerait que la personne était atteinte de troubles mentaux, il arrive que certains fans décident sans raison d'entrer sur le ring, soit juste pour faire les malins, soit pour s'en prendre à un catcheur et systématiquement ils se font remettre à leur place à coups de pied dans la tête pour leur rappeler qu'ils n'ont rien à faire là et que leur présence est un danger. Donc oui, c'est un phénomène relativement connu, d'où sa position si haute dans l'iceberg, et de base je comptais parler uniquement de l'attaque de Bret Hart, mais en fait c'est un phénomène tellement répandu que je pense que je peux tout résumer dans une seule catégorie. D'autant qu'au final il tourne toujours plus mal pour le fan qui entre dans le ring que pour les catcheurs, parce qu'en plus de se faire rouer de coups par les autres catcheurs présents aux abords du ring, les fans sont systématiquement poursuivis en justice et sont interdits de show WWE, en plus de parfois carrément faire des séjours en prison. David Arquette. Vous le voyez, petit à petit on descend vers des histoires un peu plus sombres ou moins connues, ou en tout cas des histoires pour lesquelles on n'a pas toujours toutes les explications. Justement, le sujet dont on va parler là, j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent, en tout cas une partie, puisque son passage à la WCW est très connu, mais certains n'ont jamais entendu parler de l'événement qui a eu lieu près de 20 ans plus tard. Certains d'entre vous connaissent peut-être David Arquette pour sa carrière d'acteur. Il est principalement connu pour son rôle dans la film de la série Scream, mais sachez qu'il est aussi un grand fan de catch. Du coup, dans les années 2000, alors que la WCW est déjà sur le déclin et que David Arquette a fait quelques apparitions aux écrans, l'entreprise prend une décision extrêmement surprenante lors de l'épisode de WCW Thunder du 26 avril 2000. Alors que David Arquette et le champion DDP doivent affronter Eric Bischoff et Jeff Jarrett dans un match par équipe pour le titre de champion du monde, la décision est prise dans les vestiaires de faire gagner la ceinture à l'acteur. Sur le papier, cette décision peut paraître anodine, après tout le catch est un spectacle et David Arquette est un fan, donc lui donner la ceinture, finalement ça peut être quelque chose de positif. Parce qu'en vrai, qui en tant que fan n'a jamais rêvé de se retrouver sur un ring à remporter un titre mondial? On est finalement tous dans le même bateau et David Arquette a l'occasion de réaliser notre rêve, donc c'est logique que sa victoire soit acclamée par les fans. Eh bien en réalité, pas du tout. Non seulement la victoire de David Arquette pour la ceinture est vue par les fans comme une véritable insulte et comme quelque chose de ridicule, mais cette victoire est en plus vue par les autres catcheurs comme une provocation de la part des officiels. Pendant que tous les catcheurs de la WCW luttaient chaque semaine à se détruire le corps pendant des années, David Arquette lui tournait des films et se contentait de regarder le catch à la télé, et pourtant quand il s'agit de décider qui mérite la ceinture, les officiels choisissent Arquette plutôt qu'un vrai catcheur. Du coup vous imaginez bien, les membres du roster de la WCW ne voient clairement pas cette décision d'un bon oeil. Dans les vestiaires, David Arquette est donc rejeté par les catcheurs qui refusent de s'associer avec l'homme qui a pris leur place, et les audiences de la WCW qui étaient déjà en chute libre ne remontent pas. Et bien que cet événement ne soit pas le seul responsable de la descente aux enfers de la WCW, on est obligé de reconnaître qu'il y a fortement contribué, parce que même si les officiels décident de corriger leur erreur 2 semaines plus tard avec Jeff Jarrett qui récupère la ceinture, la chute de la WCW était à ce moment-là inévitable et moins d'un an plus tard, l'entreprise fera faillite et sera rachetée par la WWF. Mais du coup, cette partie de l'histoire de David Arquette, comme je l'ai dit, beaucoup la connaissent, donc on pourrait penser qu'elle n'a pas sa place dans cet iceberg. Et pourtant, en réalité, l'histoire ne s'arrête pas là. Oui, le règne de champion de David Arquette en 2000 a contribué à la chute de la WCW et elle a été vue par de très nombreux fans comme une insulte, mais c'est pas la seule conséquence de cet événement. Parce que rappelez-vous, David Arquette, c'est un vrai fan de catch, c'est pas juste un acteur qui vient faire sa pub. Le gars a de base une relation avec le catch qui est la même que la mienne et la vôtre. Et donc se retrouver du jour au lendemain haï par des millions de fans et des centaines de catcheurs, ça doit clairement pas être la sensation la plus agréable. Du coup, suite à sa défaite pour le titre en 2000, puis un bref retour, cette fois-ci plus pour faire de la pub à la WWE en 2010, David Arquette décide de s'éloigner du monde du catch. Il comprenait bien qu'il n'était pas le bienvenu et que les fans auraient toujours une rancœur envers lui pour cette victoire à laquelle en réalité il ne pouvait pas grand chose, et il se contentait alors de regarder le catch à la télé comme tout le monde en continuant sa carrière d'acteur. Du moins, c'est ce qui était prévu. En 2018, David Arquette prend une décision inattendue mais mûrement réfléchie, il va faire son retour sur les rings et cette fois-ci prouver qu'il y a réellement sa place pour effacer sa polémique qui remonte pourtant à près de 20 ans. David Arquette ne veut plus fuir. Il veut affronter les fans et les catcheurs et prouver à tout le monde qu'il n'est pas monté sur un ring pour faire sa pub ou pour moquer les fans ou la discipline. Il est réellement passionné et reprendre sa carrière sur le circuit indépendant est pour lui le meilleur moyen de prouver ce qu'il vaut. Du coup, il participe mi-2018 à quelques matchs, notamment par équipe, et il commence petit à petit à faire ses preuves jusqu'au 16 novembre 2018 où pour le Joey Janela LA Confidential de la GCW, il affronte un certain Nick Gage pour le titre de la Game Changer. Pour ceux qui ne connaissent pas Nick Gage, son nom reviendra plus tard dans l'iceberg, vous allez le voir, mais sachez que c'est un grand adepte du catch très extrême et hardcore, et que la GCW est une promotion dans laquelle les matchs hardcore voire les deathmatch sont monnaie courante. David Arquette se retrouve alors malheureusement ce soir-là presque à la même position qu'il était il y a 18 ans, dans le main event de la soirée dans un match pour le titre mondial, et Nick Gage va se donner pour objectif de lui faire payer cet affront qu'il a fait au catch à la WCW. Si les deux hommes ont discuté du match avant et se sont mis d'accord sur ce qu'ils feraient et ne feraient pas, et si Nick Gage avait bien prévenu David Arquette
Arquette de la violence présente dans un deathmatch, ce qui s'est produit sur le ring était bien loin de ce que les deux hommes avaient prévu. Alors que Nick Gage réalise que David Arquette le pousse un petit peu trop à son goût et qu'il envoie des coups de plus en plus intenses, le catcheur extrême décide de faire payer son adversaire et se saisit d'un rouleau à pizza pour lui trancher le front. David Arquette ressent alors toute la douleur de se faire trancher par un rouleau à pizza alors que Gage lui avait dit que ça faisait pas si mal que ça, mais le calvaire de Arquette était bien loin d'être fini. Nick Gage enchaîne après ça et se saisit d'un néon qui l'explose sur le crâne de son adversaire avant de lui planter dans le cou, ouvrant immédiatement David Arquette qui se met à saigner abondamment. En panique et pensant carrément qu'il est sur le point de perdre la vie, Arquette s'énerve et fait vite comprendre à Gage qu'il est temps d'en finir avant de lui lancer une chaise dans un dernier élan de provocation, ce qui lui vaudra de se faire plaquer au sol par son adversaire qui lui indiquera clairement de rester par terre s'il ne veut pas que quelque chose de grave se produise. Le match prendra fin ainsi et David Arquette ne participera plus jamais à un deathmatch, comprenant bien que même s'il voulait faire ses preuves dans le catch, il n'avait rien à faire là ce soir-là et il continuera alors sa carrière avec divers matchs. On reviendra évidemment sur Nick Gage plus tard dans l'iceberg, mais vous comprenez bien que son comportement ce soir-là est assez critiquable, et même si effectivement David Arquette n'avait peut-être pas sa place dans ce match ce soir-là, on imagine que ça aurait pu largement mieux se passer. Over the Edge 1999. On descend encore plus dans le ciel pour se rapprocher de la tête de l'iceberg et on va donc devoir parler d'un sujet assez sombre et controversé qui a d'ailleurs déjà été abordé dans l'iceberg des Lost Media de Feldup, donc on va pas rentrer dans les détails, mais c'est impossible d'aborder un iceberg du catch sans mentionner l'un de ses événements les plus tragiques, l'accident de Owen Hart à Over the Edge. Ce soir-là, Owen Hart n'interprète pas le personnage du Canadien membre de la Hart Foundation, mais il est bloqué en milieu de carte avec un personnage qu'il n'apprécie pas vraiment, et qui semble avoir été créé simplement pour se moquer de lui avec des histoires peu intéressantes et peu glorieuses qu'Owen refusait généralement. Je parle bien sûr du Blue Blazer. Lui, qui pourtant était un catcheur excellent à tous les niveaux et qui aurait eu sa place dans les main events, se retrouve à ce moment-là en rivalité contre le champion intercontinental, le Godfather, qu'il doit affronter lors du pay-per-view pour la ceinture. Alors qu'il doit faire son entrée depuis le toit de l'arène accroché par un harnais, comme cela a été fait à plusieurs reprises par le passé, Owen est cette fois-ci particulièrement inquiet puisque l'attache qui sera utilisée lors de Over the Edge n'est pas la même qu'il a utilisée précédemment. Lors de ses autres entrées, Owen s'est souvent retrouvé bloqué dans le harnais, n'arrivant pas à se décrocher et permettant à son adversaire de s'en prendre à lui avant qu'il ne touche le sol, ce qui ajoutait un petit peu au côté comique de son personnage, mais ce soir-là, les officiels ont choisi une approche très différente. Owen se décrocherait très rapidement à quelques centimètres du sol pour s'en prendre à son adversaire et commencer le match sur les chapeaux de roue, mais malheureusement pour le Canadien, tout ne va pas se passer comme prévu. Le jour de l'événement, Owen Hart se rend à l'arène pendant l'après-midi et il effectue un test de l'équipement, descendant au ring sans trop de difficultés pour reprendre confiance en la sécurité du harnais et se rassurer avant sa vraie descente. Le show commence et les deux premiers matchs de la soirée se déroulent sans problème alors que Owen grimpe les escaliers qui le mènent 20 mètres au-dessus du ring sur la plateforme où son harnais l'attend. Alors que la foule est concentrée sur l'écran géant qui diffuse un clip promotionnel pour le match à venir et que les téléspectateurs voient ce même clip sans se douter de ce qui se passe au sommet de l'arène, Owen s'installe dans son équipement pour préparer sa descente. Les officiels autour du ring et au sommet de l'arène attendent alors la fin du clip pour que Owen entame sa descente, mais alors que le clip est encore diffusé, le crochet qui maintient Owen au câble qui est censé l'amener jusqu'au ring lâche, et le catcheur canadien subit une violente chute de plus de 20 mètres, venant directement heurter le coin du ring avec son torse avant de s'effondrer au sol, inconscient. Sur le ring à ce moment-là, on trouve entre autres un arbitre de la WWF, Jimmy Corderas, qui raconte ce qu'il a vécu ce soir. J'étais en train de nettoyer les débris qui étaient restés sur le ring après le match hardcore qui venait d'avoir lieu, et je tenais la troisième corde en sortant les débris avec mon pied. Soudain, alors que j'étais pas vraiment concentré, j'ai entendu un cri, mais à ce moment-là, j'en ai pas pensé grand-chose, on est devant un public en direct, donc on fait pas attention à ces choses-là. Mais quelques instants après, j'ai senti quelque chose me frôler sur l'épaule. C'était pas suffisamment violent pour me faire tomber, ça m'a juste effleuré, mais au même moment, la corde du ring que je tenais a eu comme un recul et a poussé mes doigts vers l'arrière. Donc naturellement, à ce moment-là, je regarde autour de moi pour voir si la corde s'est cassée, parce que ça peut arriver, et quand je me suis tourné vers le coin pour vérifier, j'ai vu Owen. J'ai mis quelques temps à comprendre, parce que je savais qu'il devait faire son entrée depuis le toit, mais je comprenais pas bien ce qui venait de se passer. Du coup, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais quand j'ai vu qu'il était au sol inconscient et qu'il ne me répondait pas, j'ai vite appelé de l'aide et les secours sont rapidement arrivés pour le mettre sur civière et l'escorter hors de l'arène. J'ai alors ramassé sa cape qui était encore au sol et je l'ai ramené dans les vestiaires, puis on m'a dit que je devais aller dans l'ambulance pour accompagner Owen à l'hôpital, ce que j'ai bien sûr fait. Plus tard, alors que j'attendais des nouvelles là-bas, les médecins sont venus me voir et m'ont demandé si c'était bien moi qui étais avec le catcheur, avant de m'annoncer la terrible nouvelle, Owen Hart venait de décéder. À partir de ce moment, je me souviens simplement d'avoir appelé ma fiancée pour lui raconter et après j'ai aucun souvenir. La seule chose dont je me rappelle après ça, c'est de m'être réveillé à Saint-Louis le lendemain. Vous l'aurez compris, malheureusement, suite à cette chute de plus de 20 mètres, Owen Hart est tragiquement décédé à l'hôpital, laissant derrière lui sa femme et ses enfants et laissant un grand vide dans le monde du catch.
Évidemment, le pire dans cette histoire, c'est qu'alors qu'Owen est à l'hôpital, le show continue et Jim Ross, le commentateur du show, est contraint d'annoncer aux millions de téléspectateurs ce qui vient de se passer, précisant bien que l'incident ne faisait pas partie du show et que quelque chose de grave venait d'arriver. Vince McMahon, le président de la WWF, prendra ce soir-là en plus une décision hautement controversée puisqu'il choisira de tout de même poursuivre le show après cet incident, laissant les catcheurs avoir leur match dans des circonstances horribles, ce que certains auront du mal à faire, profitant même des quelques instants d'interview qu'ils auront pour témoigner leur amour à Owen Hart et souhaiter qu'il s'en sorte, comme Jeff Jarrett à qui on a donné le micro immédiatement après l'incident alors qu'Owen était encore en route vers l'hôpital. Moins d'une heure après l'incident, Jim Ross sera contraint de prendre à nouveau la parole pour annoncer la tragique nouvelle aux téléspectateurs, alors que les membres du public, eux, ne seront informés de l'incident qu'une fois rentrés chez eux, puisqu'aucun message ne sera diffusé dans l'arène. Évidemment, parmi les principaux concernés par ce tragique incident, on retrouve Martha Hart, la femme de Owen, qui promettra à son mari qu'elle lui rendra justice, ce qu'elle fera en entamant un procès contre la WWF et Vince McMahon, mais aussi contre les fabricants du harnais et les responsables d'organiser la descente de son mari. Souhaitant rendre justice à Owen et honorer sa mémoire, Martha se lancera dans un long procès dans lequel les membres de sa famille lui tourneront le dos pour éviter de se mettre à dos l'homme le plus puissant du catch, et au terme duquel elle n'obtiendra pas une condamnation pour homicide involontaire, mais réalisant qu'après un an de bataille, la seule chose qu'elle pouvait obtenir c'est un dédommagement financier, elle acceptera de recevoir 18 millions de dollars de la part de la WWF qui seront partagés entre Martha, ses enfants et les parents de Owen. Évidemment, une compensation financière, quelle qu'en soit la valeur, n'est pas suffisante pour Martha qui ne retrouve pas son mari et sa vie de famille, et elle décide de tout de même lui rendre hommage une dernière fois, déterminée à ce que la tragique disparition de son mari ait des retombées positives. Elle utilise l'argent qu'elle a obtenu pour créer la Owen Hart Foundation, une charité servant à aider ceux dans le besoin, pour rendre un dernier hommage à un grand homme parti trop tôt. Aujourd'hui encore, les hommages à Owen Hart sont très nombreux, notamment à l'AEW où est organisée la Owen Hart Cup dans laquelle se déroulent des matchs disputés, rendant justice à ce que Owen savait faire de mieux, le catch. Vous l'aurez compris, cette tragédie, bien qu'elle soit très connue, est un côté très sombre du catch, puisque la décision de poursuivre le show malgré cet incident est encore aujourd'hui très controversée, et cette histoire, aussi triste soit-elle, conclut la première partie de notre iceberg, et on peut donc continuer à descendre vers des histoires moins connues. La tête de l'iceberg. Ali contre Inoki. Le catch est souvent critiqué pour son côté scénarisé et c'est une discipline qui est en permanence comparée à un sport qui pourtant sur le papier ne semble avoir aucun rapport, le MMA. Mais alors pourquoi est-ce qu'on compare aussi souvent un sport-spectacle dans lequel on raconte des histoires et dans lequel les athlètes s'entraînent en vue de proposer des combats spectaculaires s'incluant dans des storylines, à un réel sport de combat dans lequel les participants s'entraînent des mois pour battre leur adversaire de manière plus rapide et plus efficace et dans lequel le point central c'est la réelle compétition? Eh bien il y a plusieurs raisons à ça, et le gain récent de popularité du MMA ça en est une, mais il y a une autre raison, c'est qu'à l'origine du MMA, il y a bien un catcheur, un certain Antonio Inoki, qui en 1976 s'est frotté à la légende de la boxe Muhammad Ali, dans un combat qui est aujourd'hui vu comme le précurseur des arts martiaux mixtes. Tout commence un an plus tôt, quand Ali, après avoir enchaîné les victoires, se vante qu'aucun combattant oriental ne peut le battre, promettant même à 1 million de dollars à celui qui relèvera son défi et réussira à le battre. Si initialement on pouvait s'attendre à ce qu'un boxeur réponde au défi de la légende du noble art, c'est finalement Antonio Inoki, un immense nom du catch japonais, qui acceptera le défi, proposant 6 millions de dollars à Ali pour le combat. À la base, l'affrontement était prévu pour être un combat libre, à point nu, avec quasiment aucune règle, qui aurait permis à Ali de faire parler sa technique en boxe et à Inoki d'utiliser toutes les stratégies possibles pour éviter d'être touché. Seulement, à l'approche de l'événement, tout va changer. Déjà, Ali va finalement porter des gants pour son combat, alors que Inoki, lui, combattra à main nue. Le match pourra se terminer de deux manières, par KO ou par soumission, mais c'est pas tout. Vous vous en doutez, même si Inoki est un combattant sérieux et qu'il a un petit passif en karaté, il n'est certainement pas à la hauteur pour venir à bout de Ali en boxe. Et donc, à l'approche du combat, une décision est prise, l'issue du match sera prévue à l'avance. Alors, à ce niveau-là, les versions divergent. Certains prétendent que Ali et Inoki s'étaient mis d'accord pour avoir un match de démonstration de ce que pourrait donner un combat entre un boxeur et un catcheur, et que la fin prévue était simple, c'était la suivante. Ali devrait frapper l'arbitre involontairement pour ensuite prendre un coup de pied par derrière qui le mettrait KO et donnerait la victoire à Antonio Inoki. En l'occurrence, cette fin ne convenait pas à Ali qui ne souhaitait pas perdre cet immense affrontement, et c'est à partir de là que le combat a pris une tournure bien plus réelle. Il existe aussi une autre version qui est racontée par Inoki qui dit simplement qu'il avait toujours prévu d'avoir un vrai combat contre Ali alors que ce dernier s'attendait à avoir un combat de démonstration, mais finalement quand il a vu Inoki s'entraîner, il a compris qu'il avait affaire à un combattant légitime et que le combat allait être bien réel. Bon, en vrai cette version est à prendre avec des pincettes, parce qu'on imagine bien qu'Inoki avait tout intérêt à se mettre en avant, mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, les deux parties ont du mal à se mettre d'accord à l'approche du combat. C'est donc dans ce contexte que de nouvelles règles sont ajoutées pour éviter aux deux hommes de se blesser dans ce qui semblerait finalement être un réel combat, et du coup Inoki n'aura pas le droit de projeter Ali au sol ou de le saisir en grappling, mais surtout il ne pourrait placer des coups de pied que s'il avait un genou au sol. Évidemment cette règle est assez douteuse, et vous allez voir que ça va énormément impacter le combat, et justement parlons-en.
On arrive enfin au jour tant attendu. Après des mois de négociations et de discussions, Muhammad Ali, légende de la boxe, va se frotter au combattant le plus populaire du Japon, voire même de l'Asie tout entière à l'époque, le catcheur Antonio Inoki. Les deux hommes font leur entrée sur le ring, comme prévu, Ali porte des gants de boxe et Inoki, lui, a les poings nus. Et enfin, en direct de Tokyo, devant 1 milliard de potentiels téléspectateurs pour une diffusion dans 34 pays différents, le combat annoncé comme la guerre des mondes allait enfin débuter. Muhammad Ali contre Antonio Inoki. L'arbitre lance alors le premier round et le public va rapidement comprendre que ce qu'ils sont venus voir est bien en dessous de leurs attentes. Alors que Ali se positionne comme dans un combat de boxe classique, Inoki se jette sur lui avec un coup de pied avant de se mettre au sol et de passer la quasi-totalité de ses rounds dans cette position. Le catcheur va enchaîner des coups de pied dans les genoux, les cuisses et les tibias de Ali, abîmant grandement les jambes du boxeur et donnant au public un spectacle clairement anticlimatique. Malgré toutes les provocations de Ali qui n'attend qu'une chose, c'est que son adversaire se mette debout pour qu'il puisse faire parler ses poings, Inoki reste au sol allongé sur le dos et envoyant des coups de pied dans les jambes de Ali auxquels ce dernier ne peut quasiment rien faire. Il parvient bien par moments à attraper les pieds de son adversaire pour tenter de l'empêcher de frapper, mais Muhammad Ali est avant tout un boxeur, il n'a pas de capacité en lutte et il ne sait donc pas trop quoi faire avec la jambe de son adversaire. Et c'est ainsi que round après round, provocation après provocation et huée après huée, Muhammad Ali se tient debout tentant désespérément de trouver une stratégie face à Inoki qui reste perpétuellement au sol, enchaînant les coups de pied sur les jambes de son adversaire qui commence petit à petit à saigner et à gonfler. Les jambes de Ali sont dans un tel état durant les derniers rounds que le public commence à s'inquiéter pour la santé du boxeur alors que ses équipes tentent de l'aider à trouver une solution pour éviter une grave blessure. Dans toute cette confusion, l'arbitre sera contraint à plusieurs reprises de retirer des points à Inoki pour des frappes illégales, mais celui-ci reste confiant puisque son adversaire ne semble trouver aucune solution, et chacune de ses frappes reçoit en réponse un nouveau coup de pied du catcheur. C'est donc après 15 rounds se ressemblant énormément et recevant majoritairement des huées de la foule, en particulier destinées à Inoki, que l'arbitre sonne la cloche finale, mettant un terme au choc des mondes et permettant à Ali et Inoki de se serrer la main en attendant de découvrir qui est le vainqueur. Alors que les fans étaient venus pour voir le combat du siècle entre deux des plus grands noms des sports de combat à l'époque et qu'ils s'attendaient à une lutte sans merci remplie de rebondissements, ils ont non seulement vécu un match assez ennuyant et très dangereux pour les gens de Ali, mais ils finissent en plus la soirée sur une annonce encore plus étrange. Les juges ont donné leur verdict et les notes sont tombées, le résultat est simple. C'est un match nul. Effectivement, il n'y a pas de doute, quand on le voit, le match est nul, et l'annonce de ce résultat ne fait d'ailleurs qu'amplifier la nullité du match et du coup la haine du public. Parce qu'en réalité, ils étaient pas cons, ils se doutaient bien qu'ils s'étaient sûrement fait berner par les deux combattants qui ne souhaitaient ni l'un ni l'autre perdre un combat avec tant d'enjeux, en particulier en termes d'image. Après le combat, les fans témoigneront leur mécontentement, jetant des déchets aux deux combattants et huant copieusement les deux hommes, demandant même à ce qu'on leur rende leur argent, puisqu'ils avaient réellement la sensation d'avoir été volés au vu des attentes immenses qu'ils avaient pour ce combat. Malgré tout, ce combat n'aura pas comme seule conséquence la colère du public, puisque Ali subira de graves blessures à la jambe qui auraient pu mener à une amputation, et quelques temps après le combat, Inoki se défendra auprès des fans, rendant public les règles qui lui avaient été imposées pour justifier son style de combat très particulier. C'est donc le 26 juin 1976 qu'a eu lieu le combat annoncé comme la guerre des mondes, un affrontement entre une légende de la boxe et une légende du catch, dans un combat qui était censé mélanger le meilleur des deux mondes et qui finalement a pris le pire de chacune des disciplines, pour offrir un combat ennuyant et en plus dangereux, en particulier pour Muhammad Ali. Malgré tout, ce combat reste aujourd'hui vu comme le précurseur du MMA et il sert également de rappel que si le catch est scénarisé, c'est justement parce que c'est avant tout un spectacle et que sans ce côté scénarisé, on se retrouve avec des combats ennuyants et anticlimatiques. Mais pourtant, si ce combat était très attendu et qu'il a réuni une immense quantité de téléspectateurs dans le monde, avec plus de 54 millions au Japon, il est loin d'être l'événement de catch qui a réuni le plus grand nombre de fans sur place, puisqu'avec seulement 14 500 fans présents au Nippon Budokan ce soir-là, le combat est bien loin d'avoir attiré autant de monde que l'événement qu'on va aborder tout de suite. Collision en Corée du Nord. Pour parler de cet événement, il faut revenir en 1995, près de 20 ans après le grand affrontement entre Muhammad Ali et Antonio Inoki. Ce dernier a petit à petit mis de côté sa carrière de catcheur et il se concentre à l'époque sur une carrière politique. Malheureusement, s'il s'est fait élire avec succès à la Chambre des conseillers du Japon en 89 pour représenter son parti Sport Épée et qu'il s'est fait réélire en 92, arrivé en 1995, les scandales s'enchaînent et Inoki risque de perdre la prochaine élection. C'est dans ce contexte qu'Antonio Inoki a une idée de génie. Il va organiser le plus grand événement de catch au monde. Un événement si immense qu'il ramènera la paix dans le monde, une paix longtemps recherchée, en particulier avec un état totalitaire non loin du Japon, et avec qui le pays du soleil levant ainsi que les États-Unis ont des relations tendues depuis des années. Profitant du décès récent du leader de ce pays, Antonio Inoki allait organiser grâce à une union entre la New Japan Pro Wrestling et la WCW, le plus grand événement de catch en direct de la Corée du Nord.
À ce moment-là, tous les astres s'alignent pour Inoki. Il a réussi sans difficulté à convaincre Eric Bischoff, le producteur en chef de la WCW, de participer à l'événement pour concurrencer la WWF, et le nouveau dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-il, veut suite à la mort de son père montrer sa toute-puissance et organiser un immense événement centré autour de son pays, lui permettra sans doute de prouver qu'il est le digne successeur de Kim Il-sung. L'événement était donc acté. Un show de catch organisé par la WCW et la New Japan Pro Wrestling, deux immenses promotions de catch allaient bel et bien avoir lieu en Corée du Nord, et les deux promotions devaient alors trouver deux stars à la hauteur d'un tel événement pour clôturer la soirée. Ces deux stars, il n'a pas fallu longtemps aux deux promoteurs pour les trouver, puisque suite au refus de Hulk Hogan, Eric Bischoff arrivera à convaincre Ric Flair de participer à l'événement, et Antonio Inoki, bien qu'il soit actif en politique et organisateur de l'événement, était un adversaire parfait pour le Nature Boy. En effet, si Antonio Inoki est né au Japon, son mentor, Rikidozan, lui est né en Corée du Nord, à l'époque où le pays était sous le contrôle du Japon. Ce contrôle a permis à Rikidozan de devenir une légende du catch au Japon, mais surtout de devenir un symbole de propagande après son décès en 1963. En effet, si Rikidozan était fermement opposé au régime mis en place en Corée du Nord, ce n'est pas l'histoire qui a été racontée par le gouvernement. Vendu comme un véritable défenseur du régime à l'international qui voyage de pays en pays pour battre des Américains et des Japonais au nom de la Corée du Nord, Rikidozan est un symbole de patriotisme pour les Nord-Coréens, alors qu'il n'est plus là pour démentir cette propagande. C'est grâce à ça qu'Antonio Inoki compte se mettre le public dans la poche. Il connaît la haine que les Nord-Coréens ont envers le Japon et les États-Unis, mais il sait qu'il est le protégé de l'un des plus grands symboles de propagande en Corée du Nord, et c'est comme ça qu'il deviendra la star de ce show. Si sur le papier l'histoire peut sembler belle et que tout le monde est confiant quant au succès de l'événement, c'est important de ne pas oublier qu'on n'est pas là sur le sol américain ou japonais, mais bien sur le sol d'un état totalitaire, et les règles sont donc très strictes. Une fois arrivés sur le sol nord-coréen, tous les catcheurs et les officiels se voient retirer leur passeport par le gouvernement, ils sont suivis en permanence par un membre des services secrets qui surveille tous leurs faits et gestes, ils sont amenés dans des visites guidées dans lesquelles leurs mouvements et leurs actions sont grandement limitées, et leurs conversations sont en permanence mises sur écoute. Mais justement, si peut-être les organisateurs principaux de l'événement savaient pertinemment ce qu'ils faisaient, c'était pas forcément le cas pour tous les catcheurs présents sur le show. Beaucoup d'entre eux avaient simplement accepté pour des raisons financières, et c'est notamment le cas de Scott Norton. Un soir, alors qu'il est dans sa chambre d'hôtel, le catcheur originaire du Minnesota est au téléphone avec sa femme qui pense qu'il est en train de profiter de la distance pour faire la fête avec ses collègues et avec d'autres femmes. Et c'est alors que pour lui faire bien comprendre qu'il est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit et que tous ses faits et gestes sont surveillés, Scott décide de crier à sa femme cette phrase qui va lui coûter cher. Tu ne comprends pas dans quel genre de trou à merde on est. Malheureusement pour lui, en voulant simplement faire comprendre à sa femme qu'il ne peut pas être en train de s'amuser et qu'il souhaite la rassurer, Scott vient de commettre une terrible erreur. Évidemment, sa ligne téléphonique était sur écoute et immédiatement les membres du gouvernement nord-coréen qui attendent derrière sa porte comme derrière celle de tous les autres catcheurs entrent dans la chambre et Norton est emmené dans une salle d'interrogatoire. Heureusement pour lui, le catcheur s'en sortira indemne, étant simplement menacé et ordonné de ne plus jamais critiquer la Corée du Nord, mais Scott pensait ce soir-là qu'il allait perdre la vie. Bien sûr, cet incident c'est pas le seul qui s'est produit durant le séjour des catcheurs en Corée du Nord, mais comme on a encore beaucoup de sujets à traiter, je pense que je ferai une vidéo dédiée à cet événement et on va justement pouvoir y arriver. Arrivés sur place dans le plus grand stade du monde à l'époque, les catcheurs découvrent une arène remplie. 150 000 personnes ont fait le déplacement pour voir le plus grand événement du catch au monde. 150 000 personnes qui sont évidemment nord-coréennes puisque le pays est très difficile d'accès, mais surtout 150 000 personnes qui n'ont pas le choix d'être présents sur place. L'événement étant organisé sur 2 jours, une cérémonie d'ouverture est présentée dans laquelle des militaires défilent pour montrer la puissance du pays et menacer directement le Japon et les États-Unis. Après une telle cérémonie d'ouverture, les catcheurs sont évidemment abasourdis et ne savent pas trop à quoi s'attendre, en particulier de la part des fans, et en l'occurrence, ils étaient tous extrêmement loin d'imaginer ce qui allait se passer. Alors que les matchs de la première et de la deuxième journée s'enchaînent sous les yeux de plus de 100 000 fans présents sur place, ceux-ci n'ont absolument aucune réaction. La salle est quasiment plongée dans un silence complet parce que le public n'est pas venu volontairement voir un show de catch. Ils ont été forcés là par le gouvernement et ils sont donc stupéfaits du spectacle qui se déroule sous leurs yeux. Certains matchs reçoivent quand même quelques petites réactions, mais au global, le public est muet et ils ne savent pas comment réagir face aux matchs qui leur sont présentés. Mais tout ça, c'était sans compter sur le main event. Le match mis en avant par la New Japan et la WCW. Le match qui était censé faire déplacer les foules, bref, le match le plus important du show, et le match qui devait permettre à Inoki d'amener la paix dans le monde pour se faire réélire dans son pays, Ric Flair contre Antonio Inoki. Le digne successeur du grand Rikidozan allait affronter devant plus de 100 000 fans nord-coréens le représentant du capitalisme américain, le Nature Boy Ric Flair, et ainsi, Antonio Inoki reçoit lors de son entrée une immense ovation de la part du stade, puisqu'il n'est plus vu comme le représentant du Japon et de la New Japan Pro Wrestling, il est vu comme le successeur de Rikidozan, et il est alors vu comme le défenseur de la Corée du Nord, ce qui fonctionne parfaitement avec la foule. C'est donc après plus de 10 minutes d'affrontement, durant lesquels Antonio Inoki est accueilli en héros par la foule, que le catcheur japonais vu par les fans comme l'un des leurs vient à bout de l'ennemi numéro 1 représentant des États-Unis, et grâce à son Inzuguri, Inoki bat Ric Flair sous l'ovation des fans pour clore pour de bon le plus grand événement de catch de l'histoire.
Mais souvenez-vous, le but de cet événement c'était pas uniquement de satisfaire les envies de gloire de Kim Jong-il. L'objectif de la WCW et de Antonio Inoki n'était certainement pas de faire plaisir au gouvernement nord-coréen qui chez lui a bien sûr profité de l'ampleur de l'événement. Mais alors du coup, est-ce que les deux autres acteurs majeurs de cet événement ont atteint leur objectif? Eh bien non. De retour chez lui, Inoki n'est pas vu comme le héros qui a rapporté la paix dans le monde et ses controverses prennent le dessus sur cet événement. Il perd donc les élections en 95. Eric Bischoff, quant à lui, qui espérait que cet événement permette à la WCW de reprendre le dessus sur son rival et donne la victoire à son entreprise dans la guerre du lundi soir, recevra tout l'inverse puisqu'il sera quasiment ignoré par les fans et 6 ans plus tard, la WCW coulera, perdant définitivement la guerre contre la WWF étant rachetée par son concurrent. Cet événement, du coup, bien qu'il soit vendu comme le plus grand événement de catch au monde, est en réalité bien plus un événement politique que catchesque, et il n'est pas comparable au show ayant lieu aujourd'hui puisque le public présent sur place n'est pas là de son plein gré, et il reste donc aujourd'hui vu comme l'un des événements les plus étranges du catch. Muhammad Hassan. En parlant d'événements étranges, s'il y a un catcheur de la WWE qui a eu un parcours pour le moins étrange et hautement controversé, c'est bien Muhammad Hassan. Et pourtant, à ses débuts, absolument rien ne destinait cet homme à être un catcheur autant controversé, impliqué dans l'une des histoires les plus passées sous silence, à tel point qu'aujourd'hui, quand on recherche son nom sur le WWE Network, aucun résultat n'apparaît. À ses débuts dans le catch, il se fait appeler Mark Magnus et lutte pendant plusieurs mois à la OVW dans un personnage de catcheur italien puisque ce sont ses origines réelles. Alors qu'il est très populaire à la OVW et considéré comme un potentiel futur grand talent chez WWE, un événement va venir bouleverser la vie de ce catcheur au mois de septembre 2004. Soudainement, la WWE décide d'introduire un catcheur représentant du Moyen-Orient dans ses programmes. Sur le papier, c'est rien d'anormal et puisque Mark est extrêmement talentueux et que les officiels ont confiance en lui, c'est lui qui est sélectionné pour incarner ce rôle. Associé à Daivari, le nouvellement nommé Muhammad Hassan se lance dans un personnage complètement différent, celui d'un catcheur originaire du Moyen-Orient mais bel et bien né sur le sol américain et dont la vie est ruinée par les préjugés dont il est victime. Traité en permanence comme s'il n'était pas américain alors qu'il est bel et bien né là-bas, Muhammad Hassan se plaint semaine après semaine du traitement qu'il reçoit, en particulier depuis les attentats du septembre 2001, et il illustre la discrimination dont il est victime avec divers exemples, notamment des contrôles excessifs aux aéroports. Jusque-là, sa gimmick n'a rien de très choquant, d'ailleurs c'est étonnant qu'avec un tel personnage, Muhammad Hassan soit un heel, c'est-à-dire qu'il soit hué par les fans, alors qu'au final, tout ce qu'il semble demander, c'est d'être traité comme n'importe quel autre américain. Alors oui, bien sûr, Hassan va en profiter pour critiquer les américains, justement, en particulier ceux qui remplissent les salles de la WWE en les traitant d'hypocrites, et donc évidemment, ça l'aide pas à se faire apprécier. Mais finalement, dans ce qu'on voit à ses débuts, Hassan semble avoir beaucoup de succès. Lui, qui est de descendance italienne, arrive parfaitement à se faire passer pour un catcheur du Moyen-Orient victime de racisme, et ses promos sont extrêmement convaincantes, bref, on lui promet un avenir radieux. Tellement radieux d'ailleurs qu'il fait ses débuts en battant Jerry Lawler lors de New Year's Revolution 2004, avant d'enchaîner les matchs semaine après semaine, se lançant dans une série de victoires dans laquelle il prouve que s'il est bon au micro, il se débrouille aussi très bien dans le ring. Hassan apparaît même sur la plus grande scène du monde à WrestleMania 21, se plaignant de ne pas être prévu dans un match alors qu'il était invaincu, et attaquant alors Eugene avant de se faire détruire par Hulk Hogan pour le plus grand plaisir des fans. Désormais mis en avant plus que jamais, Hassan se lance aux côtés de Daivari dans une rivalité contre Hulk Hogan et Shawn Michaels, et il évolue très bien dans le milieu de la carte, progressant rapidement, si bien que la WWE hésite à lui donner un match de championnat contre Batista à SummerSlam, et des rumeurs d'une victoire de Hassan qui deviendrait alors le plus jeune champion du monde commencent à naître. Mais alors avec tout ça, comment Muhammad Hassan a-t-il pu se retrouver dans un angle si controversé que son nom est quasiment effacé de la WWE aujourd'hui? Pour l'instant, c'est simplement un jeune catcheur prometteur qui joue à merveille son rôle et son personnage est assez original, et il fonctionne en plus très bien en tant que heel, donc comment cette histoire peut-elle aussi mal tourner? Eh bien malheureusement, une coïncidence cumulée à une mauvaise décision des officiels vont bouleverser le destin de Hassan. Lors de l'épisode du 23 juin 2004, Hassan est drafté du côté de SmackDown, et si le soir même il bat le Big Show pour se lancer dans le show bleu comme il faut, l'événement du 7 juillet va mettre un terme à cette progression. Alors que l'Undertaker vient de battre Daivari en 1 contre 1, des hommes masqués appelés par Muhammad Hassan envahissent le ring et s'en prennent au Deadman. Ces hommes dont l'identité n'est pas connue frappent violemment l'Undertaker et l'étranglent avec des câbles avant de finalement porter Daivari hors de l'arène. Si cette scène est effectivement assez choquante, elle ne semble pas sortir du domaine du catch, qui reste un divertissement, et voir Hassan se lancer en rivalité contre l'Undertaker peut être une très bonne chose pour lui. Seulement voilà, le même jour, le 7 juillet, à 8h50 du matin à Londres, soit à minuit la veille en Californie où l'épisode de SmackDown a lieu, un attentat est commis par Al-Qaïda qui fera au total 56 morts et près de 800 blessés. Évidemment, c'est une simple coïncidence, mais en réalité, SmackDown à l'époque n'est pas en direct, et la WWE aurait clairement pu couper le passage parce que même si c'est une coïncidence, de nombreuses personnes peuvent facilement faire le lien entre cette attaque et les événements de Londres. Et justement, l'attaque de Hassan et ses associés sur l'Undertaker sera coupée à la télévision européenne et ne sera diffusée qu'aux États-Unis en vue de ne pas alimenter une polémique, mais cette décision sera tout de même hautement critiquée par les médias et l'opinion publique. La machine était en marche, c'était trop tard pour reculer. Pour
autant, la WWE avait encore une solution. Il leur suffisait de faire disparaître Hassan des écrans pendant quelques temps et d'attendre que les choses se calment pour revenir avec une rivalité différente contre l'Undertaker plus tard dans l'année. Mais malheureusement, un chemin très différent sera pris par l'entreprise qui mettra un terme définitif à la carrière de Hassan. Celui-ci sera envoyé par les officiels faire une promo à SmackDown dans laquelle il répondra directement aux médias, disant qu'ils ne font le lien entre lui et les attentats que parce qu'il est originaire du Moyen-Orient et reprenant son personnage à 100%, ce qui va évidemment ne pas faire bonne impression. Il faut comprendre que si les fans de catch voyaient très bien que ce qui se passait était scénarisé et qu'il s'agissait d'un personnage, c'était pas forcément le cas de la majorité des gens et cette histoire a donc été très mal vue. Tellement mal vue d'ailleurs que la chaîne diffusant SmackDown à l'époque a carrément demandé à ce que Hassan soit supprimé des programmes pendant quelques temps et ce dernier finira par faire son retour à la fin du mois de juillet au Great American Bash où il perdra contre l'Undertaker, se faisant envoyer à travers l'arène et disparaissant pour de bon des écrans. L'homme derrière le catcheur critiquera la décision de diffuser ce segment dans le contexte des attaques de Londres et il décidera de se retirer du catch suite à son licenciement en septembre 2005, revenant brièvement sur le ring en 2018 dans un moment émouvant pour un homme qui n'a fait que suivre les idées dictées par la WWE et qui à cause d'une coïncidence et de mauvaises décisions a vu sa carrière détruite alors qu'il était extrêmement talentueux. L'incident Blue Mini contre JBL. Cet événement, certains le savent, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais puisque c'est un événement assez peu connu finalement et qui permet d'aborder un côté sombre du catch, j'ai décidé de l'inclure dans cet iceberg. Pour parler de cet incident, il faut revenir en 2005 et plus précisément au mois de juin de cette année-là pour ECW One Night Stand. La WWE a décidé quelques temps plus tôt de réunir les anciens de la ECW pour organiser un show quasiment 100% ECW en direct du Hammerstein Ballroom, dans lequel évidemment les tensions entre les membres du roster WWE et les anciens membres de la ECW se font ressentir. Si l'action principale du show reste les matchs sur le ring, le show est prévu pour se conclure par une bagarre générale entre la WWE et la ECW, et donc comme cela a été préparé, One Night Stand touche à sa fin et le ring est rempli de catcheurs prêts à en découdre. Au milieu de ces catcheurs, on retrouve dans le ring le Blue Mini. C'est un ancien catcheur de la ECW qui à ce moment-là traverse une période difficile. En effet, il sort d'un run à la WWE entre 98 et 2000 dans lequel l'entreprise lui a demandé de perdre du poids, ce qu'il a fait mais qui ne l'a pas empêché de se faire licencier, et il est depuis dans une période de sa vie très compliquée dont il a du mal à se sortir. Il a des difficultés financières, du mal à être booké sur ses shows à cause de son changement d'apparence, bref, il n'est pas dans la meilleure des situations, mais il est bien là pour One Night Stand, rendant hommage à la ECW et prenant au passage un peu d'argent. À côté de ça, le Blue Mini a des points de suture dans la tête puisqu'il a catché quelques jours avant dans un match extrême dans lequel il s'est fait ouvrir le crâne, mais ce soir ça ne l'inquiète pas plus que ça puisqu'il est simplement présent pour participer à cette bagarre dans laquelle il a d'ailleurs prévu de retrouver Doc Basham, un de ses amis. C'est donc parti. La bagarre éclate entre les membres des deux rosters et alors que Mini se bat contre l'un des deux frères Basham, il est soudainement attaqué par derrière, mais cette fois-ci c'est différent. Il n'est pas simplement attaqué dans le contexte de la bagarre générale. Mini reçoit des coups violents à l'arrière de la tête sur ses points de suture et quand il se retourne, il se retrouve face à JBL qui l'enchaîne de coups de poing et lui ouvre le visage. Bouleversé et ne sachant pas ce qui se passe, le Blue Mini se défend et rend les coups avant d'être séparé de son assaillant qui se retrouvera bloqué par le kendo stick du Sandman, puis enchaîné de coups par Tracy Smothers venu prendre la défense de Mini avant d'être sorti du ring pour rejoindre les membres du roster de la WWE qui prenaient la fuite. Couvert de sang, le Blue Mini ne comprend toujours pas ce qu'il s'est passé puisque même si sa relation avec JBL était assez tendue, tout ça semblait être du passé pour lui. Il avait certes mal vécu son passage à la WWE entre 98 et 2000 parce que JBL lui avait fait subir des choses qu'il considère comme du harcèlement, mais cela datait de 5 ans avant et il ne voyait donc pas ce qui justifiait une telle attaque. C'est au retour dans les vestiaires qu'alors qu'il explique aux officiels qu'il a été attaqué par JBL sans raison, que Bradshaw s'exclame de l'autre côté de la pièce « Tu m'as insulté sur internet ». Mini comprend alors ce qui se passe. Effectivement, après son départ de la WWE en 2000, il avait parlé de son expérience là-bas et il avait clairement dit que JBL était selon lui un trou du cul. Évidemment, par un effet de téléphone arabe, les propos de Mini étaient arrivés jusqu'aux oreilles de JBL, et c'est ça qui l'a motivé à s'en prendre à lui de manière violente lors de One Night Stand. Évidemment, c'est difficile aujourd'hui de connaître l'étendue de tout ce que JBL a fait pendant son parcours à la WWE, on sait que beaucoup de catcheurs ont une mauvaise expérience avec lui, et même si on sait aussi que d'autres prétendent qu'il a toujours été réglo avec eux, quoi qu'il en soit, une chose est sûre, ce qu'il a fait ce soir-là n'est en aucun cas acceptable. Quand deux catcheurs entrent dans un ring, ils se font confiance mutuellement et s'assurent l'un et l'autre de leur sécurité respective, ce que JBL n'a clairement pas fait ce soir-là, et même si quelques mois plus tard, le Blue Mini a eu l'occasion de revenir à la WWE pour avoir une discussion avec JBL dans laquelle ils se sont réconciliés, et qu'il a même eu un match avec lui après que Vince McMahon en personne lui ait garanti que si Bradshaw faisait quoi que ce soit, il serait licencié, on est obligé de reconnaître que cette attaque de JBL était clairement injustifiée, et malgré tout ça, ça reste un moment marquant de l'histoire. Daniel Puder contre Kurt Angle.
Quand la WWE lance Tough Enough en 2001, l'entreprise a pour idée de former une nouvelle génération de catcheurs. Le principe de l'émission est très simple. Des hommes et des femmes envoient leur candidature et 13 d'entre eux sont sélectionnés pour participer à ce qui est en fait une télé-réalité dans laquelle les participants jouent pour gagner un contrat à $1 million avec la WWE. Si rien de particulier ne s'est produit pendant les 2 premières saisons, avec même le gagnant de la saison 1, Maven, qui a réussi à être catcheur pendant une petite période, un événement important va se produire pendant la saison 3. Comme vous l'imaginez, n'importe qui peut candidater pour participer à Tough Enough. Mais en toute logique, puisque la WWE recherche des gens athlétiques et charismatiques pour en faire les stars de demain, c'est assez évident que les personnes ayant un passé dans les sports de combat ou les formes de divertissement ont plus de chances d'être sélectionnées. C'est justement le cas d'un certain Daniel Puder, jeune homme de 23 ans en 2004 qui pratique les sports de combat depuis son plus jeune âge et notamment les arts martiaux mixtes depuis qu'il a 16 ans. Il s'entraîne également depuis quelques années pour le catch et il semble donc être le candidat parfait pour cette émission dans laquelle il est l'un des favoris. Mais malheureusement pour Puder, un incident va se produire lors du SmackDown du 4 novembre qui va non seulement remettre en cause la présence de ce jeune combattant dans l'émission, mais qui va également carrément bouleverser l'existence de Tough Enough. Ce soir-là, Kurt Angle, un catcheur extrêmement réputé mais également un lutteur amateur reconnu puisqu'il est médaillé d'or aux Jeux Olympiques de 96, fait son entrée dans le ring pour se confronter aux participants de l'émission. L'ancien champion du monde s'adresse aux 7 hommes sur le ring et après les avoir tous trash talk au micro, il arrive enfin face à Daniel Puder. Angle lui demande son prénom et si c'est bien lui le mec qui fait du MMA, ce à quoi Puder répond évidemment oui, mais Angle n'en a pas fini. Il demande à Daniel s'il a déjà combattu un médaillé d'or aux Jeux Olympiques et alors que le jeune homme lui répond que non, Angle enchaîne tout de suite par cette phrase qui va prendre une tournure pour le moins bizarre: tu ne veux pas affronter un médaillé d'or parce que je te briserai en deux. Angle en profitera pour ajouter un deuxième pic envers Daniel Puder en lui disant: tu ferais mieux de prier pour ne pas gagner Tough Enough, gamin. Kurt Angle va ensuite lancer une compétition de burpees entre les 7 hommes avec à la clé un prix très spécial selon ses propres mots, et après quelques minutes d'effort, il ne reste qu'un seul homme dans le ring, Chris Noroki. L'ancien champion du monde annonce alors le prix spécial remporté par Chris sous une petite ovation de la salle. Le jeune aspirant va avoir ce soir son premier match contre le médaillé d'or, Kurt Angle. Si initialement Chris sourit à l'annonce de cette nouvelle, Angle va s'assurer de lui effacer son sourire rapidement, se jetant sur son adversaire dès le son de la cloche et le coinçant dans une guillotine, avant de l'emmener au sol une seconde fois et de le couvrir pour un compte de 3 en moins de 30 secondes. Fier de lui après cette démonstration, Angle provoque les autres participants de l'émission et demande aux 6 hommes restants qui veut tenter sa chance ce qu'un seul homme osera faire, Daniel Puder. Cette fois-ci, le public est réellement chaud. Un médaillé d'or aux Jeux Olympiques face à un combattant de MMA aguerri, ça ne peut donner qu'un grand spectacle, et les arbitres Jimmy Corderas et Charles Robinson sont prêts, la cloche peut sonner, c'est parti. Les deux hommes partent à la lutte, dans ce qui ressemble plus à un réel combat de lutte amateur que de catch, quand soudain, Puder profite de l'appui sur les cordes pour attraper le bras droit de Angle et l'emmener au sol dans un Kimura Lock. Le champion olympique est dans une position extrêmement inconfortable et il est en plus contraint d'encaisser la prise puisque s'il abandonne, c'est une véritable humiliation. Puder, lui, a la clé de bras parfaitement placée, mais soudain, l'arbitre tape au sol 3 fois, comptant le tomber en la faveur de Kurt Angle puisque Puder avait les épaules au sol, et le médaillé d'or se sort donc par miracle de cette situation extrêmement tendue. Pour autant, la tension ne redescend pas tout de suite. Le jeune combattant tend la main à Angle en signe de respect, mais celui-ci refuse et se place face à lui pour lui adresser cette phrase. « Qu'est-ce que tu fais, stupide fils de pute ? C'est pas un combat de soumission, c'est de la lutte, t'es débile ou quoi? La prochaine fois tu sauras quoi faire, allez dégage de là. » Évidemment, si Angle est si énervé, c'est pas pour rien, et cette situation ne s'arrête pas simplement à un jeune combattant qui n'a pas compris les règles. En réalité, à ce moment-là, Kurt Angle vient d'être opéré à la nuque pour la seconde fois de sa vie, ses nerfs sont donc bloqués et il n'a quasiment aucune sensation dans le haut de son corps, et c'est donc quasiment impossible pour lui d'avoir un combat de lutte du niveau de ceux qu'il avait 10 ans plus tôt. Malgré cet état compliqué, Vince McMahon a quand même demandé à Angle d'organiser ce que l'on appelle un combat shoot avec les participants de Tough Enough, c'est-à-dire un combat non scripté, donc légitime. Sachant pertinemment que Angle est diminué, Vince McMahon lui laisse carte blanche, mais il lui donne une seule instruction: quoi que tu fasses, ne sélectionne pas Puder. C'est donc pour ça qu'initialement c'est Chris Noroki qui a remporté le concours de burpees, et effectivement, Angle s'en est débarrassé facilement, soit parce que Chris avait bien compris que son rôle était de perdre le match, soit parce qu'Angle était tout simplement meilleur. Mais seulement voilà, Angle, quand on lui dit de ne pas faire quelque chose, il fait tout l'inverse. Du coup, très confiant après s'être débarrassé de l'un des participants, le médaillé d'or choisit Daniel Puder, et ce dernier voit l'occasion de se faire un nom en battant Kurt Angle sur un ring de la WWE. Malheureusement pour lui, grâce à la réactivité de Angle et des arbitres, il n'a pas obtenu le résultat escompté, mais il a tout de même fait une sacrée frayeur à Angle qui aurait réellement pu se retrouver avec le bras brisé, puisque rien de tout ça n'était prévu. Mais alors on peut se demander ce qui s'est passé après cet incident. Est-ce que Puder a été banni de Tough Enough? Est-ce qu'au contraire il a obtenu une grande carrière à la WWE? Eh bien en réalité, ni l'un ni l'autre.
Après avoir tenté de faire soumettre Kurt Angle dans un moment imprévu, Daniel Puder participe à son premier match 3 mois plus tard dans le Royal Rumble 2005, et il va ce soir-là continuer à faire preuve d'arrogance. Alors qu'il se promène dans le vestiaire, il clame haut et fort qu'il est dans le main event de la soirée, c'est-à-dire le match le plus important, alors que bon, le Royal Rumble est un match à 30, donc c'est très audacieux de se prétendre comme étant le main event alors que t'es juste un des participants du match. Et du coup, pour lui faire payer cet affront, la WWE enverra Hardcore Holly, Chris Benoit et Eddie Guerrero en premier dans le Royal Rumble, et les trois hommes accueilleront Puder comme il se doit, lui faisant payer son arrogance en l'enchaînant d'Atemi avant de l'éliminer, et Daniel Puder disparaîtra alors pour de bon de la WWE. Malheureusement pour lui, il n'était pas assez bon dans le ring et beaucoup trop arrogant pour progresser à la WWE, et sa dernière interaction avec l'entreprise sera lors d'une signature de contrat dans laquelle il n'aura de cesse de demander plus d'argent, ce qui mettra pour de bon un terme à ses relations avec la WWE. Bash at the Beach 2000. Puisqu'on parle de moments imprévus, c'est l'occasion parfaite pour aborder les événements de Bash at the Beach 2000. L'année 2000, c'est une année extrêmement compliquée pour la WCW. La WWF est largement devant dans les audiences, malgré la présence de gros noms comme Goldberg et Hulk Hogan. L'entreprise a du mal à remplir les salles, et les dirigeants cherchent tant bien que mal une solution à leurs problèmes, en essayant de mettre en avant une nouvelle génération de catcheurs. En plus de ça, après avoir été sous la direction créative d'Eric Bischoff pendant de longues années, puis de Vince Russo pendant quelques mois, la WCW se retrouve désormais de nouveau sous le contrôle créatif de Vince Russo, dont le travail est supervisé par Eric Bischoff, et les deux hommes ne s'entendent pas du tout. Bischoff et Russo ont une vision totalement différente du catch, ils ont des méthodes de travail et d'organisation radicalement opposées, et c'est donc impossible pour eux de travailler en coopération. D'un côté, Bischoff considère que Hulk Hogan est toujours une énorme attraction pour le catch et que sa présence au sommet de la WCW peut permettre au show de remonter dans les audiences, mais d'un autre, Vince Russo a un avis complètement différent, voyant bien que Hulk Hogan n'attire plus autant les foules que par le passé, il met ses espoirs dans des catcheurs beaucoup plus prometteurs selon lui comme Booker T, et ce n'est pas le seul. Lors d'une réunion créative dans l'organisation de Bash at the Beach 2000, il demande aux membres de l'équipe créative quel catcheur mérite selon eux la ceinture de champion, et la réponse est unanime, Booker T. Du coup, lorsqu'il s'agit d'organiser le show et de prévoir le résultat des matchs, Russo prévoit que Jeff Jarrett, le champion, conserve son titre contre Hulk Hogan, avant de le perdre plus tard dans la soirée dans le main event contre Booker T. C'est une idée plutôt originale et qui peut surprendre les fans et avoir un effet positif sur les audiences, bref, Russo est convaincu que c'est la bonne chose à faire. Seulement voilà, à l'époque, la WCW, pour signer des noms aussi énormes que Hulk Hogan, ils ont dû faire des compromis. Et donc, dans son contrat à plusieurs millions de dollars, Hogan a une clause extrêmement particulière, le contrôle créatif. Pour faire simple, si sur le papier c'est bien Vince Russo qui organise les shows et qui dirige les storylines, Hogan a un droit de veto sur ses matchs et il a le droit, s'il le souhaite, de changer la direction dans laquelle se dirige son personnage. En gros, si Hogan veut gagner, il peut décider de gagner, si Hogan veut perdre, il peut décider de perdre, mais surtout, si Hogan veut être champion du monde, il peut décider d'être champion du monde. Et justement, c'est précisément ce qui va se passer ce soir-là. Face à l'annonce qu'il va perdre son match de championnat contre Jarrett, tout en ayant l'air très fort pendant le match, Hogan invoque son contrôle créatif en mettant en avant l'absence de propositions créatives convaincantes après sa défaite, et il refuse le script. Russo est donc contraint d'écrire une nouvelle version du match dans laquelle Hogan détruit non seulement Jeff Jarrett mais également Scott Steiner et d'autres catcheurs, mais dans laquelle au final il ne quitte pas le show avec la ceinture, et à la surprise générale, Hogan accepte. On arrive donc au 9 juillet 2000 pour Bash at the Beach et tout semble alors se passer comme prévu. Mais alors qu'il est dans les vestiaires pour préparer le show, Russo est alpagué par Eric Bischoff qui lui annonce qu'il doit avoir une discussion avec lui et Hulk Hogan. En effet, Hogan a changé d'avis. Appuyé par les arguments de Eric Bischoff, Hogan ne veut pas perdre son match même s'il détruit tout le monde et qu'il en ressort grandi, et c'est alors qu'une solution est proposée à Vince Russo. La WCW va ce soir décider de danser sur la ligne entre la réalité et la fiction, et organiser une histoire dans laquelle Hogan utiliserait réellement son contrôle créatif pour remporter le titre, en forçant contractuellement Jeff Jarrett à s'allonger pour lui donner la victoire et la ceinture. L'histoire culminerait avec Hogan quittant le show en colère, laissant le titre de la WCW vacant, et permettant à l'entreprise d'organiser un tournoi qui terminerait à Halloween Havoc, avec le retour de Hogan qui se mêlerait au match en clamant qu'il est encore champion, pour créer un moment historique. Seulement, il y a encore un problème. Vince Russo n'est toujours pas favorable à cette idée. Il refuse que Hogan quitte le show avec la ceinture, et même si le président du réseau télévisé qui dirige la WCW est d'accord avec l'idée d'Hogan et Bischoff, ça ne permet pas de convaincre Russo. Et pourtant, avec 3 personnes contre lui, dont le dirigeant de la chaîne, Russo n'a pas le choix, et l'idée de Hogan battant Jarrett pour la ceinture est validée. L'idée de s'allonger est donc présentée à Jeff Jarrett sans lui dire que tout ça est prévu, et celui-ci n'est pas convaincu. Il sait que cette solution n'est pas la bonne. Il sait qu'en se couchant face à Hogan, certes il ruinerait son grand moment, mais il subirait lui aussi une humiliation et l'entreprise en paierait les frais. Finalement, c'est après une très longue réflexion dans les vestiaires avant son entrée que Jarrett finit par se convaincre que c'est la bonne chose à faire, et devant des milliers de téléspectateurs sur place et des dizaines de milliers derrière leur écran, il s'allonge devant Hulk Hogan, qui reçoit dans le ring la ceinture de champion jetée de manière nonchalante par Russo, avant d'adresser au directeur créatif ces quelques mots. C'est pour ça que cette compagnie est en train de s'effondrer.
Hogan couvre ensuite le champion avec son pied, remporte le titre de champion de la WCW, et comme cela a été prévu par Bischoff et lui-même, Hogan est champion du monde grâce à son contrôle créatif, et il quitte l'arène fier de la direction que prend cette histoire. Seulement voilà, comme je l'ai dit, Russo n'était pas d'accord avec cette idée. Il était hors de question pour lui de laisser la victoire à Hogan et à Bischoff. Et il débarque alors à la grande surprise des fans en plein milieu du show, micro en main pour s'adresser à la foule et offrir cette promo légendaire qui a marqué l'histoire. Il y a 3 semaines, j'ai quitté la WCW. Et pour être tout à fait honnête, je ne savais pas si j'allais revenir. Et la raison pour laquelle je ne savais pas si j'allais revenir ou non, c'est justement parce que depuis mon premier jour où je suis arrivé à la WCW, je n'ai fait rien d'autre que de devoir gérer des histoires de politique dans les vestiaires. Le fait est que j'ai une femme, j'ai 3 enfants à la maison et j'ai vraiment pas besoin de ces conneries. Mais laissez-moi vous dire pourquoi je suis quand même revenu. Je suis revenu pour chacun des gars dans ce vestiaire qui travaillent dur semaine après semaine pour la WCW. Je suis revenu pour les Booker T. Je suis revenu pour chaque mec de la Misfits in Action. Je suis revenu pour les Filthy Animal, je suis revenu pour Jarrett, je suis revenu pour les gars derrière ce rideau qui se soucient de cette entreprise. Et laissez-moi vous dire qui ne se soucie pas de cette entreprise. Ce politicien Hulk Hogan. Parce que laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ici dans ce ring ce soir. Toute la journée, j'ai joué à la politique avec Hulk Hogan. Parce que Hulk Hogan ce soir voulait jouer sa carte de contrôle créatif. Et pour Hulk Hogan, cela signifiait que ce soir, au milieu de ce ring, alors qu'il savait que c'était de la merde, il a battu Jeff Jarrett. Et bien devinez quoi, Hogan a obtenu ce qu'il voulait. Hogan a eu sa ceinture et il est rentré chez lui en enfer. Et je promets à tout le monde, je le jure sur ma vie, vous ne reverrez jamais cette merde de nouveau. Mais moi aussi j'étais là comme vous dans le public et je sais que vous avez payé cher pour venir ce soir. Et personne ne va se faire arnaquer ici ce soir. Alors ok, Hulk Hogan a maintenant la ceinture de champion de la WCW. Et Hulk, tu sais quoi, appelons ça la ceinture commémorative Hulk Hogan. Car à partir de maintenant, cette ceinture ne signifie rien. Parce qu'il y aura une nouvelle ceinture de la WCW. Et en ce qui me concerne, cette ceinture appartient toujours au gars qui se donne à fond semaine après semaine au milieu de ce ring. Et vous pouvez l'aimer ou le détester, mais il ne trahit personne, c'est Jeff Jarrett. Maintenant attendez une minute. Jeff Jarrett est toujours le champion officiel de la WCW, mais il défendra bien son titre dans ce ring ce soir. Et il défendra son titre contre ce mec qui depuis 14 ans se casse le cul à la WCW et qui ne peut pas arriver au sommet à cause de Hulk Hogan. Et je parle de Booker T. Booker T et Jeff Jarrett sont les 2 raisons pour lesquelles je suis dans cette maudite entreprise à la base. Alors ce soir, dans ce ring, pour le titre de la WCW, 2 gars méritants, Jarrett et Booker, vont s'affronter pour le titre et détruire cette foutue salle. Et Hogan, sale gros chauve, tu peux embrasser mes fesses. Bon, après cette promo, c'est là que 2 versions s'opposent. D'un côté, Russo prétend que tout ça était prévu, que Hogan et Bischoff devaient quitter l'arène après le match et qu'il allait balancer cette promo à la télé pour annoncer le main event. Bref, selon lui, tout était prévu et tout le monde était d'accord. De l'autre côté, Bischoff et Hogan prétendent que rien de tout ça n'avait été discuté. Selon eux, l'histoire était celle qui avait été discutée dans le camion de production, Hogan prend le titre, la WCW organise un tournoi et Hogan fait son retour à Halloween Havoc. En l'occurrence, on a beaucoup plus tendance à croire la version de Bischoff puisque suite à la promo de Russo, Hogan portera plainte contre lui et contre la WCW pour diffamation, mais puisque la promo de Vince Russo était faite dans le contexte d'un spectacle et qui ne s'adressait non pas à Terry Bollea, l'homme, mais bien à Hulk Hogan, le catcheur, les poursuites seront arrêtées et Russo n'aura aucune condamnation. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé ce soir-là à Bash at the Beach reste l'un des moments les plus fous de l'histoire du catch, le soir où une entreprise qui essaye tant bien que mal d'être compétitive dans la course aux audiences prend une décision extrêmement surprenante, le soir où la ligne entre la réalité et la fiction s'est dissipée, mais aussi le soir où la WCW a entamé pour de bon sa descente aux enfers qui se conclura 8 mois plus tard par le rachat de l'entreprise par la WWE. L'incident des chaises de la ECW. ECW Hardcore Heaven, Philadelphia, Pennsylvanie, le 13 août 94. À cette époque, la ECW est en pleine ascension. Encore baptisée Eastern Championship Wrestling à l'époque, la promotion de Todd Gordon gagne en popularité pour son côté extrême et pour le talent des catcheurs présents sur ses shows. Ce soir-là, de nombreux matchs sont organisés, avec notamment Mikey Whipwreck qui défend le titre télévision dans un match sans disqualification, ou encore Tommy Dreamer qui affronte le Sandman dans un Singapore Cane match qui ne durera que quelques secondes, puisqu'après avoir été attaqué avant le match dans le contexte d'une rivalité grandissante, Tommy Dreamer se fera disqualifier en éclatant l'arbitre avec le kendo stick sous les huées de la foule, avant de s'en prendre à littéralement tout le monde autour de lui et d'ouvrir le crâne du Sandman. En l'occurrence, si ce match est un Singapore Cane et qu'on voit quand même de la violence à la ECW, elle n'est pas encore à son apogée en termes de catch hardcore à l'époque. Mais en réalité, en plus de ça, elle n'est même pas à l'apogée de la violence qui se déroulera pendant ce show. Puisqu'arrivé au main event, un événement surprenant, inattendu et extrêmement dangereux allait avoir lieu dans la ECW Arena. Dans le main event de la soirée, Cactus Jack, que vous connaissez aussi sous le nom de Mick Foley, est prévu pour avoir un match contre Terry Funk. À l'époque, Funk est en rivalité contre Public Enemy, l'équipe de Rocco Rock et de Johnny Grunge, qui ont défendu leur titre par équipe
équipe avec succès un peu plus tôt dans la soirée. Cactus Jack, quant à lui, vient tout droit de la WCW, puisque les deux promotions ont un accord d'échange de catcheurs à l'époque. Accueilli comme il se doit pendant son entrée, Terry Funk va revenir brièvement dans les vestiaires puisqu'il réalise qu'il a oublié ses protège-genoux, mais ce dont il était loin de se douter à ce moment-là, c'est qu'il aurait dû en profiter pour prendre un casque. Pour troller le public avant le match, Cactus Jack s'adresse à son adversaire en lui disant qu'il y a eu beaucoup trop de violence ce soir et qu'avec le temps, il commence à apprécier les divertissements familiaux. Bref, ce petit détail n'est pas ultra important, mais c'est quand même marrant d'entendre ce genre de phrase à la ECW, et après un petit échange de promos entre les deux où on sent un profond respect mutuel et même une amitié entre les deux hommes, le match peut commencer. Évidemment, on est à la ECW, donc même si frapper l'arbitre peut causer une disqualification, exploser des chaises sur le crâne de votre adversaire ne vous fait pas perdre le match, et donc les deux hommes vont s'en donner à cœur joie en allant s'exploser dans l'intégralité de l'arène. Mais si tout se passe bien pendant une dizaine de minutes et que Terry Funk a maintenant le contrôle sur son adversaire, il est soudainement attaqué par ses rivaux Public Enemy, qui le détruisent au centre du ring avant de s'en prendre à Cactus Jack et à l'arbitre, pour ruiner le match et en faire un no contest. Aucun gagnant donc entre Jack et Funk, mais la soirée est loin d'être finie. Public Enemy continue à tabasser les deux hommes dans le ring avant de tenter de quitter la salle, mais les champions par équipe sont rapidement rattrapés par Cactus Jack et Terry Funk. Ayant réussi à rattraper leurs assaillants, Cactus Jack et Terry Funk reviennent dans l'arène pour continuer la guerre, et alors que Funk vient d'éclater une poêle dans le crâne de Rocco Rock, les quatre hommes se dirigent vers le ring. Après avoir subi un DDT et un piledriver, les deux membres de Public Enemy sont hors d'état de nuire, quand soudain, à la demande de Cactus Jack et de Terry Funk, un fan jette sa chaise dans le ring pour donner une arme aux deux adversaires du soir. Puis un deuxième, puis un troisième. En quelques secondes, alors que les deux hommes pensaient recevoir simplement une chaise ou deux, le ring est rempli de chaises par les fans de la ECW Arena, qui, excités par l'ambiance dans la salle et la passion pour la violence partagée par Funk et Jack, décident de tous participer à l'action, jetant chacun leur tour leurs chaises dans le ring. Réalisant que la situation est hors de contrôle, Funk tente de se protéger en se plaçant dans le coin, mais rien n'y fait, les chaises continuent à pleuvoir, et alors que Funk est touché par l'une d'entre elles, Joey Styles quitte son poste de commentateur pour demander aux fans d'arrêter de jeter des chaises. Mais vous vous en doutez, à la ECW, cette demande a l'effet inverse, et les chaises continuent de pleuvoir sur les corps des membres de Public Enemy qui sont maintenant complètement ensevelis. Joey Styles finit par revenir à son poste de commentateur, annonçant que le show est terminé, en n'oubliant pas de préciser que ce genre de choses ne peut arriver que à la ECW. Mine de rien, ce moment c'est un moment historique du catch et ces images ont fait le tour du monde alors qu'à l'époque la ECW n'était pas diffusée en pay-per-view. Mais en fait ces images illustrent bien la montée en puissance de la ECW et la folie que c'était à l'époque, puisque même si rien de grave n'a eu lieu suite à ce jet de chaise, ça reste une scène extrêmement impressionnante à regarder et c'est une scène mémorable et incroyable de la ECW. Aid Vansen. À la WWE, vous le savez, c'est difficile de se faire un nom. Pour ça, on peut passer par les scènes indépendantes pour progresser et être repéré par la WWE, puis intégrer leur centre de développement pour se former à leur style et progresser très vite. Si on s'en sort assez bien, c'est même possible d'intégrer après ça le roster principal pour un jour remporter un titre de champion et participer à WrestleMania, le plus grand show de l'année. C'est justement le destin qu'on promettait à un catcheur nommé Aid Vansen que vous ne connaissez sûrement pas, sauf si vous suiviez SmackDown de très près pendant l'année 2008, et qui a eu un destin pour le moins original. Tout commence pour lui dans son pays natal, l'Angleterre. On est en 2007 et à l'époque la WWE a envie de recruter des catcheurs britanniques pour étoffer son roster. Dans cette vague on retrouvera des noms qui ont eu énormément de succès comme Drew McIntyre ou Sheamus, d'autres qui en ont eu un peu moins mais qui ont quand même eu un solide parcours comme Wade Barrett, et certains, le premier d'entre eux en l'occurrence, qui ont totalement échoué comme Aid Vansen. Alors oui, des catcheurs qui ont échoué il y en a eu beaucoup et j'imagine que vous vous demandez pourquoi Aid Vansen est dans cet iceberg et pas par exemple Kizarny ou je ne sais quel autre gars comme Ricky Ortiz. Et bien c'est parce qu'en fait Aid Vansen avait le potentiel d'être l'un des plus grands succès du catch si l'histoire pour laquelle il était prévu avait abouti. Après avoir signé avec la WWE en 2007, Aid Vansen enchaîne les matchs du côté de la FCW, le centre de formation de la WWE, avant de finalement être contacté par un scénariste de SmackDown, un ancien scénariste pour Hollywood, un certain Freddie Prinze Jr. qui veut lui présenter l'immense plan qu'il a pour lui. On reviendra sur les détails de ce plan juste après, mais d'abord faisons un bond dans le futur au SmackDown du 12 décembre 2008. Alors que le show se déroule parfaitement normalement jusqu'à présent et qu'on nous présente un récap des événements survenus à Raw, le show prend soudainement une tournure inattendue. L'image se brouille et la vidéo semble avoir un problème, puis soudain un homme apparaît et s'exprime pour la première fois. J'ai regardé la pénombre toute ma vie. Je l'ai étudiée. Je lui ai dédié mon existence et elle m'a mené ici en tant que spectateur de ta punition devenue chère. J'ai vu la droiteur, j'ai vu la pureté, toutes les choses cachées derrière l'ombre du mal, et j'en voulais plus. Pendant plus d'une décennie, j'ai cherché, et j'ai trouvé d'autres personnes qui me croient, qui me suivent, et je leur ai montré le chemin. Ton pouvoir immortel, c'est tout ce que je demande. Maintenant, la prophétie va être accomplie. Ton annihilation ne sera pas vaine, et tu continueras de vivre, je serai ton navire. Le show continuera après cette vignette énigmatique, comme chaque semaine, et puis plus rien. On n'entendra plus jamais parler de cet homme. Il ne reviendra pas avec de nouvelles vignettes et ce message cryptique ne sera jamais expliqué ni mentionné à nouveau.
Mais alors que s'est-il passé? À qui s'adressait ce message et puis même qui était cet homme? Vous vous en doutez, cet homme c'est Ed Van Sen, le catcheur britannique fraîchement recruté par la WWE, et pour comprendre son histoire, il faut revenir à sa discussion avec Freddie Prinze Jr. Lors de cette discussion, ce dernier explique les plans qu'il a pour Ed Van Sen. Il va tourner des vignettes dans lesquelles il va teaser une rivalité avec un catcheur du roster. Ces vignettes finiront par mener à des attaques de la part de ceux dont il parle dans cette fameuse promo, ceux qui l'ont suivi et à qui il a montré le chemin, et ces attaques sur cet autre catcheur allaient mener à un match pour Ed Van Sen à WrestleMania. L'homme en question, qui serait la cible de ces promos puis des attaques des disciples de Van Sen et qui l'affronterait à WrestleMania, était nul autre que l'Undertaker. Évidemment, lors de cette discussion, c'est l'idée qui a été présentée à Ed Van Sen, le scénariste lui a expliqué qu'il serait le prochain adversaire de l'Undertaker à WrestleMania, et évidemment, Van Sen était fou de joie. Débuter de cette manière à la WWE, c'était un honneur pour lui et il était très heureux d'avoir cette opportunité. L'idée avait été validée par Stephanie McMahon et tout était en train de se mettre en place. Van Sen avait tourné sa première vignette et elle avait été diffusée. Il avait fait un excellent travail dans celle-ci, et soudainement, plus rien. Les officiels lui annoncent du jour au lendemain que l'histoire est mise en pause, puis à son retour de vacances après Noël, Ed Van Sen est licencié de la WWE. Voilà, donc la version que je vous ai fait jusqu'à présent, c'est la version de Ed Van Sen lui-même. En l'occurrence, il existe une deuxième version de cette histoire, celle de Freddie Prinze Jr., qui raconte les choses de manière assez différente. Selon lui, il n'y avait absolument aucun plan pour un match à WrestleMania. Oui, Van Sen allait avoir cette espèce de groupe avec lequel il allait s'en prendre à l'Undertaker, il allait même finir par se prétendre être son fils illégitime, bien que ce soit plus spirituel que biologique, mais il allait finalement se faire détruire par l'Undertaker pour simplement occuper le Deadman en attendant sa prochaine histoire. Et malgré tout, l'idée était là. Que ce soit dans la version de Van Sen ou dans celle de Prince, ce jeune catcheur allait débuter à la WWE avec une histoire de l'Undertaker et c'était déjà énorme. Mais du coup, on peut se demander pourquoi cette histoire a-t-elle été arrêtée du jour au lendemain. S'il s'agissait simplement d'un match dans lequel Van Sen se ferait détruire par le Deadman, quelle importance ça pouvait avoir et qu'est-ce qui pouvait motiver les officiels à annuler de tels plans? Bien là encore, deux histoires sont racontées. La première, qui est la croyance populaire, c'est que Vince aurait un jour vu Ed Van Sen en personne et il aurait réalisé qu'il faisait 1m85, ce qu'il aurait jugé trop petit et il aurait ainsi décidé d'abandonner les plans. Alors, autant cette version de l'histoire n'est pas improbable, autant celle de Freddie Prinze me paraît plus crédible, puisque je n'ai trouvé aucune source fiable qui rapporte l'histoire de la taille. Prinze, de son côté, il explique alors que plusieurs vignettes ont été tournées et que personne n'a jamais rien dit, Triple H s'est exprimé lors d'une réunion de production pour dire la chose suivante. Est-ce qu'on va vraiment aller jusqu'au bout de cette histoire avec ce gars ? Il ressemble à mon jardinier. Et suite à cette phrase, Vince a explosé de rire. Vous vous en doutez, si Vince McMahon explose de rire après cette interaction, tout le monde dans la pièce rigole aussi, et Vince conclut la réunion en disant « Allez c'est bon, on jette tout à la poubelle ». Évidemment, quelle que soit la version officielle, on ne peut qu'imaginer la tristesse de Ed Van Sen qui s'attendait à travailler avec l'un des plus grands, que ce soit juste pour un match ou pour une grande storyline, et qui finalement se voit être licencié quelques temps plus tard. Cette histoire est évidemment une des rares qui a fait un peu de bruit, puisque grâce à cette vignette et à l'histoire racontée par Freddie Prinze, elle est un peu connue, mais imaginez-vous bien que des histoires comme ça, il y en a en permanence dans le monde du catch, et ça nous montre une fois de plus que c'est un monde difficile dans lequel on ne peut rien prendre pour acquis. Pour terminer cette première partie de l'iceberg, je voulais vous parler de quelques petits détails que j'ai découverts en faisant mes recherches et qui n'ont pas forcément leur place dans l'iceberg en tant que tel, parce que c'est plutôt des anecdotes ou des histoires très courtes, mais du coup je les ai toutes réunies à la fin de la vidéo pour finir sur une note un peu plus légère avant d'entamer la deuxième partie. WWF Attitude Cologne. Est-ce que vous saviez que la WWF avait sorti des parfums pendant l'Attitude Era? Eh bien, jusqu'à cette vidéo, moi non plus, et pourtant ça a bien existé et j'ai même trouvé la pub pour ce produit. WWF cologne for men and eau de toilette for women. It's 100% pure attitude in a bottle. Voilà, donc si vous voulez sentir, je sais pas, d'ailleurs on sent quoi avec un parfum de catch? Écoutez, je sais pas, si vous avez eu ce produit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça sentait quoi? La sueur de Stone Cold? La bière? La banque de Mysterio. Le 22 janvier 2020, un compte Twitter du nom de Robin Readings poste cette photo accompagnée de cette description. 50 livres de la banque de Mysterio ont été acceptés au travail ce soir. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un avec qui je travaille ait accepté ça. Cette histoire m'a vraiment intrigué quand je suis tombé dessus parce que malgré toutes mes recherches, j'ai pas réussi à trouver de photos d'un autre billet similaire. Il existe bien des billets avec la tête de Rey Mysterio, mais ce sont des dollars et ils ont rien à voir avec celui sur la photo, donc je n'ai aucune idée d'où sort ce billet. Mais écoutez, sachez que si un jour vous avez 50 livres à payer, faites-le avec un billet de la banque de Mysterio parce que ça fonctionne. Non, en vrai, même si le compte de la personne qui a publié ce tweet initialement est maintenant privé, j'ai quand même réussi à trouver une archive dans laquelle elle explique la vérité. Tout était en réalité une blague et personne n'a réellement accepté un billet de la banque de Mysterio. Mais bon, en vrai, malgré tout ça, je suis sûr qu'un tel billet aujourd'hui, ça doit valoir hyper cher vu comment ça a l'air rare. L'hôtel casino de la WWF. En parlant de billets, saviez-vous que la WWF avait acheté en 1998 un hôtel casino? Pour la modique somme de 10,65 millions de dollars aux enchères, l'entreprise de Vince McMahon a racheté en août 98 l'hôtel casino Debbie Reynolds à Las Vegas, et ils ont décidé d'en faire leur propre hôtel casino pour augmenter la popularité de WWF. Ils
Ils avaient d'énormes projets avec ce casino, puisqu'ils sont même allés jusqu'à créer des plans en 3D par ordinateur pour avoir une idée du projet final, avec un immense logo WWF sur le bâtiment et des écrans qui diffusaient des shows à l'intérieur à côté des machines à sous. L'hôtel casino devait même avoir un restaurant appelé Vince Steakhouse, en plus d'autres produits dérivés comme des jetons Stone Cold ou encore un salon de tatouage Undertaker. Bref, la WWF avait prévu tout et n'importe quoi pour ce casino. Mais bon, finalement, ils réaliseront que les lieux étaient trop petits pour les plans qu'ils avaient, et surtout qu'ils n'étaient pas sur l'avenue principale de Las Vegas, et donc qu'ils ne généreraient certainement pas assez de revenus, et l'idée est alors tombée à l'eau avec l'hôtel casino revendu en 2000. Franchement, en apprenant ça aujourd'hui, je me dis que c'est quand même dommage que ça n'ait pas abouti, parce que je me serais bien régalé de la machine à penalty dans le bébé de Snitsky. Colossal Tussle. Est-ce que vous saviez que WrestleMania devait initialement s'appeler Colossal Tussle? Oui, avant de s'appeler WrestleMania, le plus grand show de l'année devait s'appeler littéralement Bagarre Colossale, et c'est sûr que ça sonne beaucoup moins bien. Sami Zayn sur Google Traduction. Si en 2016 vous tapiez Sami Zayn en arabe sur Google Traduction, le traducteur vous retournait en anglais El Generico. Voilà, c'est pas hyper utile de savoir ça, mais c'est un petit easter egg sympa qui visiblement ne fonctionne plus aujourd'hui, mais qui est quand même un clin d'œil sympa à l'ami de Sami Zayn. Ernest Rubber contre August Faust. Vous avez forcément tous vu ces images. Elles proviennent du clip d'introduction de la WWE et elles proviennent à la base d'un match entre Ernest Rubber et August Faust en 1901. Eh bien vous apprendrez qu'en réalité ces images-là qui sont diffusées au début, c'est pas les vraies images du match, c'est simplement une petite reconstitution avec une fausse arène et un faux public. THQ et la presse jeux vidéo n'avaient pas le droit de montrer Triple H dans des positions vulnérables. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les gens qui travaillaient dans le jeu vidéo à l'époque de la série des jeux SmackDown vs Raw, eux le savaient très bien, ils avaient interdiction de montrer Triple H dans des positions vulnérables, comme par exemple au sol en ayant perdu un match, en sang ou bien en train de prendre un finisher dans des images promotionnelles. Oui, je sais, ça paraît fou et on peut se demander pourquoi, mais cette consigne a bien été écrite noir sur blanc pour la sortie de SmackDown vs Raw 2009, et il faut croire qu'avec son histoire contre Randy Orton et son main event de WrestleMania en approche, Triple H ne voulait pas être montré en position de faiblesse dans un jeu vidéo. L'épisode de South Park sur le catch. Pour finir, une dernière petite histoire que je vais pas détailler parce qu'il faut vraiment que vous alliez voir cet épisode par vous-même, mais sachez qu'il existe un épisode de South Park qui parle du catch. L'épisode est absolument hilarant, il y a plein de moments excellents et de références à la WWE, en plus on voit Vince McMahon en personne, donc vraiment, sans hésiter, allez le voir. Voilà, je donnerai pas plus d'infos, je rentrerai pas dans les détails de ce qui se passe, foncez voir cet épisode, il est excellent. Écoutez voilà, je suis arrivé au bout, ça va faire quasiment 3 heures que je suis en train d'enregistrer cet iceberg, j'ai aucune idée de combien de temps ça va donner sur la vidéo, je sais même pas comment est-ce que je vais découper ça, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, et n'hésitez vraiment pas à partager la vidéo parce que ça m'aide vraiment beaucoup. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur tous mes liens en description, sur Twitch par exemple si vous voulez discuter avec moi, mais aussi sur mon lien affilié au lit pour vous régaler de boissons excellentes dont d'ailleurs j'ai bien besoin là maintenant, et d'ici là je vous dis c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.